Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va parler de la Covid. C'était original. Donc, on a dit épisode 2 parce qu'on est en fin de deuxième vague. Enfin, on peut l'espérer en tout cas, en espérant qu'il n'y ait pas d'épisode 3. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt avec cette présentation. J'ai des liens d'intérêt avec la thématique de la Covid, puisque je suis expert au Conseil du Haut Santé publique pour ce qui a trait au traitement et au diagnostic. Donc, par définition, je suis d'accord avec tout ce que dit le Haut Conseil de santé publique. Et puis, je suis membre du Collège des universitaires de maladies infectieuses et tropicales. Et comme ce collège a été mis en cause par j'allais dire certains collègues, un collègue surtout, bah voilà, je suis d'accord avec ce que dit le CNIT. Alors, diapositive suivante, oui. Donc, juste en guise d'introduction et pour bien expliquer finalement pourquoi on en est là et comment ça se fait qu'une épidémie et une pandémie comme celle-ci arrive actuellement, bah, en fait, l'émergence de pathologies infectieuses et d'agents infectieux, elle survient que si finalement cet agent infectieux se retrouve à l'intersection. Hein. Je ne sais pas si vous voyez eh ben, je ne sais pas si on peut faire la flèche. En gros, bon, pour qu'un agent infectieux puisse émerger, il faut qu'il se situe à la confluence de ces trois éléments que vous voyez ici sur cette diapositive. Un autre susceptible sur la partie inférieure droite, bah, ça finalement par définition, quand c'est un nouvel agent pathogène, personne n'est immunisé et donc personne n'a de protection et donc tout le monde est susceptible. Il faut que l'agent étiologique soit aussi favorable à son émergence. Alors pour ça, il faut qu'il soit facilement transmissible et les virus à transmission respiratoire sont des virus facilement transmissibles, qui soient relativement stables dans l'environnement. Mais c'est le cas pour la majorité des virus émergents. Et puis, il faut qu'il y ait un environnement favorable. Alors ça, j'y reviens un petit peu. Je reviendrai aussi sur la diapositive suivante à l'agent étiologique. Mais sur l'environnement favorable, on a peut-être trop longtemps pensé que on vivait dorénavant dans un monde aseptisé, à l'abri des maladies infectieuses. Alors c'est vrai qu'on est à l'abri des maladies liées à des problèmes d'hygiène. L'hygiène a formidablement progressé et ça nous met à l'abri de pathologies comme la peste, le choléra. Ça c'est vrai. Mais par contre, notre monde actuel est particulièrement propice à l'émergence de maladies qui se nourrissent des interactions sociales, euh, puisqu'on vit dans des villes de plus en plus densément peuplées et on peut voyager aussi de plus en plus vite à un bout à l'autre du monde. Et tout ça favorise les interactions sociales et des interactions sociales multiples avec des personnes qu'on n'aurait pas eu l'habitude de voir. Et ça, au contraire, notre monde moderne est très favorable à l'émergence. Deuxième élément qui fait qu'il est favorable, eh ben, on va de plus en plus profondément dans des écosystèmes qui ne sont pas les nôtres. Et donc, en rentrant, en pénétrant dans des écosystèmes qui ne sont pas des nôtres, on rencontre des micro-organismes qui étaient là depuis très longtemps, mais que l'on n'avait jusque-là jamais rencontrés. Ebola, on dit que Ebola est apparu en 76, en 1976. C'est un abus de langage de dire ça. Il est apparu pour l'homme en 1976, mais il existe sur la Terre depuis longtemps. On ne sait pas d'ailleurs depuis quand, mais l'homme est rentré en contact avec le virus dans un écosystème très particulier qui était celui de la forêt primaire en 1976. Donc vous voyez que notre environnement et finalement, et notre monde moderne est très favorable à l'émergence. Alors si on passe à la diapositive suivante, par contre, là on focus un petit peu sur le pathogène lui-même, et c'est pour vous expliquer, ça c'est la pyramide de l'émergence, comme on dit, pour vous expliquer pourquoi certains pathogènes vont émerger et d'autres non. Au sommet de la pyramide, vous avez ce qu'on a les maladies qui sont très très graves et assez fréquemment fatales. L'archétype, c'est la maladie à virus Ebola, justement. Bah, finalement, la gravité individuelle de ce virus-là lui confère un handicap pour émerger. Pourquoi? Et pour diffuser à l'ensemble du monde. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, comme les symptômes sont très bruyants, ils sont très caractéristiques, les médecins vont identifier très rapidement les patients. Et en les identifiant très rapidement, finalement, on permet de les isoler très rapidement et d'éviter des cas secondaires. Deuxième élément, c'est comme les patients sont très malades, et ben, ils ne se déplacent pas parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer parce que leur état de santé ne leur permettent pas. Et donc, ils ne vont pas se déplacer et déplacer donc leur pathogène avec eux. À l'inverse, si vous allez sur la base de la pyramide, avec des pathogènes qui donnent peu
ou pas de symptômes d'un point de vue individuel, bah, vous voyez que ces pathogènes-là peuvent diffuser au monde entier. Pourquoi? Parce que les symptômes sont souvent peu spécifiques, donc on a du mal à identifier les malades. Les malades ont du mal à s'identifier eux-mêmes en tant que malades. Et comme ils vont bien, évidemment, ils vont se déplacer, ils vont voyager, et donc ils vont amener leurs pathogènes à d'autres endroits de la Terre que là où ils l'ont attrapé. Donc vous voyez qu'il y a une espèce d'antagonisme finalement, d'opposition entre la gravité individuelle qui est très grave pour les patients qui sont victimes de la maladie, certes, mais qui, au niveau populationnel, sont moins graves parce qu'il est plus facile de contrecarrer cette épidémie, et l'absence de gravité individuelle qui, là, par le coup, va conférer une gravité populationnelle beaucoup plus importante puisque va permettre la diffusion de ce pathogène très rapidement à l'ensemble du monde. Donc, c'est ça que je voulais vous dire en termes d'introduction. Alors, si on passe là aussi à la diapositive suivante, les coronavirus, en fait, ce sont des virus qu'on connaît depuis très longtemps. Vous avez sur les 4 premiers, là, de la partie gauche de la diapositive, les 4 premiers, où finalement on les appelle les coronavirus humains. HCoV, c'est pour Human Coronavirus. Mais en fait, c'est un abus de langage. Les coronavirus, par définition, viennent toujours du monde animal, avec souvent deux autres animaux avant d'arriver chez l'homme. Un autre qui est très très sauvage et donc très éloigné de l'homme, souvent des chauves-souris, et puis un autre animal plus proche de l'homme, des animaux domestiques ou semi-domestiques, ou en tout cas péri-domestiques, qui vont transférer le virus. Alors les 4 premiers virus que vous voyez sur la partie haute de la diapositive, ils sont passés chez l'homme depuis tellement longtemps qu'ils se sont humanisés, entre guillemets, et ils donnent des rhumes lors de l'automne, l'hiver et le début du printemps, et ce sont des maladies pas graves du tout. Et puis les 3 du bas, vous voyez, ça, ce sont encore des coronavirus dits animaux, avec le SARS-CoV qui a émergé en 2003, le MERS coronavirus qui a émergé en 2012, qui est toujours présent en Arabie Saoudite, et puis enfin ce SARS coronavirus 2, dont l'autre premier, on va le voir après, est sans doute la chauve-souris, mais dont on ne connaît pas encore l'autre intermédiaire. Et vous voyez que sur ces 17 dernières années, parce que 2003 le SARS-CoV, 2012 le MERS coronavirus, et 2019, début 2020, le SARS-CoV-2, et ben, ces coronavirus ont été l'objet d'émergences, de 3 émergences sur ces 17 dernières années. Donc c'est une famille de virus qui est très favorable à l'émergence. Alors si on passe à la diapositive suivante. Alors, on va parler de l'infection à SARS coronavirus 2 qui donne le coronavirus, le Covid, hein, qui est la maladie du coronavirus. Alors, cette diapositive vous montre ce qu'on appelle les arbres phylogénétiques des virus. C'est en gros les arbres généalogiques des virus et ça nous permet de savoir s'ils sont plus ou moins proches de tel ou tel autre virus et finalement de quel autre virus ils dirigent. Si vous regardez la partie gauche de la diapositive, juste la protéine S, on en reparlera quand on parlera des vaccinations. La protéine S ou Spike, parfois vous pouvez voir ça dans les médias, c'est en fait la protéine qui sert au virus à se fixer sur son récepteur. Donc c'est une protéine qui est très importante pour le coronavirus. Et si on regarde la génétique de cette protéine S-là, qui est en fait une protéine conservée dans l'ensemble des coronavirus, mais qui est finalement différent d'un coronavirus à l'autre. Et bien si on regarde la génétique de cette protéine S-là, on se rend compte que ce SARS-CoV-2, qui s'appelait sur cette diapositive encore à l'époque nCoV pour New Coronavirus, et ben en fait est très proche d'un coronavirus de chauve-souris, hein, qui est avec une homologie de plus de 98%, et assez proche de l'ancien SARS-CoV, avec 78% d'homologie. Et par contre, il est beaucoup plus éloigné du MERS coronavirus et des coronavirus humains. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé SARS coronavirus 2. C'est du fait de sa proximité génétique avec le SARS-CoV qui venait lui aussi d'une chauve-souris. Alors, si on passe à la diapositive suivante, d'où vient-il? Eh ben, il y a encore pas mal de polémiques, j'ai envie de dire, et un tout petit peu d'incertitude, même si on a pas mal de précision sur d'où il vient. Alors, la plus grosse piste, c'est ce marché d'animaux vivants à Wuhan. Alors, pourquoi? Parce que déjà, ce marché regroupait toutes les conditions épidémiologiques à l'émergence. Je vous ai expliqué tout à l'heure que notre monde moderne était propice à l'émergence puisqu'on allait de plus en plus loin dans des écosystèmes et dans des biotopes différents des nôtres. Et ben là, c'est un peu l'exemple, c'est l'opposé, mais en fait, c'est encore mieux. C'est que là, dans ces marchés aux animaux vivants, on fait venir
dans des villes très densément peuplées, avec des moyens de communication extraordinaires, des aéroports internationaux, des autoroutes, etc., tout ce que vous voulez, et ben des animaux très sauvages, et donc des animaux porteurs de leurs propres pathogènes. Et donc c'est comme si vous mettiez dans une cocotte minute quelque chose qui est prêt à bouillir, et c'est pour ça que c'est vraiment expérimental pour créer des émergences. Euh, Pourquoi on pense aussi que c'est ce marché-là? Parce qu'il y avait des animaux potentiellement vecteurs, notamment les chauves-souris, et puis surtout les 41 premiers cas de pneumonie identifiés comme étant surprenantes venaient tous de ce marché-là. Donc ça, c'est un point épidémiologique qui est très fort. On n'a pas de certitude absolue. Pourquoi on n'a pas de certitude absolue? C'est parce qu'il y a plusieurs prélèvements qui ont été faits sur ce marché-là et on n'a pas réussi à retrouver le génome du SARS-CoV-2. Donc il n'y a pas d'absolue certitude, mais très certainement qu'il vient de ce marché aux animaux vivants de Wuhan. C'est la piste la plus probable. Alors si on avance un petit peu, vous savez qu'il y a eu des pistes et des polémiques qui sont dit est-ce que c'est pas un virus non, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Est-ce que c'est pas un virus qui est manipulé en laboratoire et qui est sorti d'un laboratoire? Alors, au moment où cette polémique émergeait, et qui était une polémique qui émergeait par le président Trump, il y avait cette étude qui sortait, faite par une équipe américaine, qui là aussi analysait de façon très fine la génétique du virus et qui montrait finalement que la probabilité que ce soit un virus manipulé en laboratoire était excessivement faible. Pourquoi? Parce qu'il était très éloigné des virus qu'on manipule en laboratoire. Et puis deuxièmement et surtout, il n'y avait pas les traces génétiques qu'on laisse quand on manipule un virus en laboratoire. Là, les arguments indirects, c'était, comme je vous le disais, il était très proche des virus de chauve-souris et un peu proche d'un virus de pangolin. Alors, ce qui n'est pas absolument impossible, par contre, c'est que ce soit effectivement un virus sorti d'un laboratoire par accident. Pourquoi je vous dis que c'est pas impossible? Parce que c'est déjà arrivé en fait. Le virus Marburg, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un virus proche du virus Ebola, est déjà sorti de laboratoires de recherche, notamment en Allemagne, par quelqu'un qui s'était contaminé en travaillant dessus, sans le savoir, et qui le sort du laboratoire et qui finalement devient malade et peut le sortir. Donc c'est tout à fait possible. Et ce qui est possible, c'est que c'est possible parce que le laboratoire PK de Wuhan, on en a parlé, est le laboratoire de référence finalement international sur les coronavirus animaux. Ils ont une banque de données de coronavirus animaux qui est très importante. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait une sortie d'un laboratoire accidentelle. Mais une sortie volontaire, ça c'est peu probable. Et encore une fois, la plus grosse probabilité, c'est que ça vienne du marché. Moi, je ne, comment dire, je ne refute pas cette hypothèse que ce soit un accident de laboratoire, c'est tout à fait possible. Ce que je veux par contre dire, c'est que en fait, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça et il ne faudrait pas que cette hypothèse-là nous permette de nous dédouaner. En fait, cette pandémie-là, on l'attendait, on savait qu'elle arriverait, on savait que notre monde moderne était très propice à ces pandémies-là, et donc il faut absolument qu'on reste conscient de ça. Même si c'est un accident de laboratoire, il faut rester conscient que notre monde moderne est très propice à ce genre de pandémie, et en fait, malheureusement, on ne peut rien y faire, il y en aura d'autres. Et il ne faut pas que cette hypothèse-là nous dédouane en disant bah non, de toute façon, c'est un accident, il n'y en aura plus jamais d'autres, notre monde est parfait et on ne peut pas avoir ce genre d'épidémie. Non, notre monde nous expose à ce genre de pandémie et il y en aura très certainement d'autres. Alors si on avance, on avait pensé à un moment que c'était le pangolin, parce que le virus a été génétiquement assez proche de celui qu'on a retrouvé chez le pangolin, et il y avait des pangolins sur ce marché aux animaux vivants, mais en fait, il y a des anomalies, il y a des différences génétiques qui sont très importantes, notamment sur la protéine spike dont je vous parlais, la protéine S, et donc ça fait dire que le pangolin n'est probablement pas l'hôte intermédiaire pour le coronavirus, même si on n'a pas de certitude, et donc on n'a pas retrouvé de façon certaine l'animal intermédiaire, mais finalement, c'est pas très grave. Alors, diapositive suivante. Où en est-on actuellement? Alors, j'ai pas pris le temps, je m'en excuse de l'actualiser, mais la situation au 1er décembre était celle-là. 63 millions de cas et un peu moins de 1 500 000 décès. On doit être à 1 500 000 décès maintenant dans le monde, dont un peu plus de 52 000 et on est un peu plus de 53 000, 54 000 maintenant en France aujourd'hui. Cette carte, au-delà des chiffres, montre quelque chose qui me semble aussi important, c'est la diffusion mondiale de l'épidémie. Et on ne pourra pas
fêter la fin de cette épidémie tant qu'il il en restera un peu dans le monde. Quand on a une pandémie, on déclare la fin de la pandémie quand il n'y en a plus nulle part dans le monde. Et donc là, tant qu'il y en aura quelque part dans le monde, on faudra rester vigilant. C'est pas quelque chose qu'on ne peut traiter qu'au niveau de son propre pays. C'est obligatoirement quelque chose qu'on traite au niveau international. Alors, diapositive suivante. Alors, cette étude vous décrit quelle est la présentation clinique classique de la pandémie. C'est les premiers rapports des 42 000 premiers cas évalués, 44 000 premiers cas évalués par le CDC chinois et qui donnaient une photographie de ce qui se passait à l'époque en Chine. Et en fait, depuis, ça n'a jamais été pris en défaut, même si les chiffres ont été un petit peu affinés, ça n'a jamais été pris en défaut. Et ce qu'il faut retenir, c'est ce cadre que je vous montre là au milieu de la diapositive. C'est quoi? C'est qu'en gros, il y a 85% chez les personnes symptomatiques, pardon, il y a 85% de formes dites légères. Légères, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne nécessitent pas d'hospitalisation, ils peuvent être pris en charge en ambulatoire sans aucun problème. Donc 85% des formes symptomatiques sont légères. 13% sont dites sévères. Sévères, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nécessitent une hospitalisation, mais pas dans un secteur de réanimation, dans un secteur d'hospitalisation conventionnelle. Et 2% nécessitent une hospitalisation en réanimation. Donc ça, c'est parmi les formes symptomatiques. Il faut associer deux choses, c'est qu'on n'a pas de mortalité chez les enfants, en tout cas absolument exceptionnelle. C'est une maladie qui n'est pas grave du tout chez les enfants. Alors oui, vous allez me dire, il y a eu des décès rapportés chez les enfants, mais ça c'est vrai avec toutes les maladies infectieuses, y compris les maladies infectieuses pas graves. Le mégalérythème épidémique, la 5e maladie de l'enfant que vous connaissez bien, c'est une maladie qui est tout à fait bénigne. Et ben, il y a des enfants et des adultes qui décèdent chaque année de cette maladie-là. En fait, dans les maladies infectieuses, même les plus bénignes, vous avez de façon absolument exceptionnelle les formes graves chez des personnes parfaitement saines. Ça, c'est l'histoire et la vie des maladies infectieuses. Et ben, cette Covid ne déroge pas à cette règle-là. Chez les enfants, c'est parfaitement bénin. Il y a des formes graves, mais qui sont absolument exceptionnelles et qui ne sont pas à prendre en compte d'un point de vue populationnel. Et puis la deuxième chose qu'il faut associer à ce tableau et à cette photographie de l'épidémie, c'est qu'on a probablement au moins 50% de formes asymptomatiques. C'est très difficile de vous donner un chiffre exact, puisque pour ça, il faudrait avoir des enquêtes de séroprévalence très, très fines, très puissantes, avec des sérologies très fiables, et dans ces personnes séropositives, les interroger de façon drastique sur l'apparition de leurs symptômes. Mais donc, on ne saura jamais, en gros, je pense, mais on a au moins de 50% de formes asymptomatiques, et on a clairement l'impression que plus on est jeune, plus la probabilité de formes asymptomatiques est élevée. L'inverse est vrai d'ailleurs, mais on peut être très âgé et avoir une forme parfaitement asymptomatique aussi. Donc voilà, ça c'est la photographie de la maladie. Plus de 50% de formes asymptomatiques. Et quand on est symptomatique, 85% de formes très légères, bénignes, quoi. 13% de formes qui nécessitent une hospitalisation et 2% qui nécessitent une hospitalisation en réanimation. Alors si on avance encore, vous pourriez me dire que quand je vous dis ça, c'est que c'est pas grave du tout. Eh ben non. En fait, ce qui est grave, c'est l'effet populationnel. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, la distorsion finalement entre l'absence de gravité populationnelle, individuelle. Pardon. Si moi j'ai le Covid, la probabilité que je fasse une forme grave est très, 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 très faible. Et la gravité populationnelle. Et cette gravité populationnelle, elle est bien mise en lumière sur ces premiers graphiques-là aussi, qui étaient des graphiques qui rapportaient la dynamique de l'épidémie à son début à Wuhan. Vous avez sur la partie gauche de la diapositive le nombre de cas et la partie droite le nombre de décès. Et c'est une dynamique épidémique ou de décès comparative entre le SARS-CoV-2, qui s'appelait encore nCoV à l'époque pour New Coronavirus, et le SARS. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment très différent. Le SARS-CoV-2 diffuse très vite. C'est vraiment un feu de paille. Ça diffuse excessivement rapidement. Et donc, c'est ça qui en fait toute la gravité, parce que même si la proportion de formes graves est faible, 2% de formes en réanimation parmi les formes asymptomatiques, allez, mettons 1% de formes en réanimation, c'est chez l'ensemble des malades, si on considère qu'il y a 50% de formes asymptomatiques, et ben vous voyez, avec un nombre aussi important de malades touchés, ça veut dire un nombre très important de patients en réa, et donc un nombre très important de décès, beaucoup plus que le SARS,
qui lui était intrinsèquement beaucoup plus mortel. Quand on était symptomatique chez la SARS, et la plupart du temps on était symptomatique, il y avait très très peu de formes asymptomatiques, et ben c'était 20% de mortalité. Là, on n'en est pas du tout à ces proportions de mortalité-là, mais vu qu'il y a beaucoup plus de nombre de patients, et ben il y a beaucoup plus de morts potentielles, et beaucoup plus de morts. Alors avançons un peu. Donc, c'est ça qui en fait toute la gravité, et c'est ça qui nécessite qu'on surveille de façon très précise l'épidémiologie de cette maladie. Et dans les marqueurs importants, et ça vous montre où on en est actuellement, vous avez le taux d'incidence, le nombre de nouveaux cas, et puis le taux de positivité des tests. Et vous voyez que le nombre de nouveaux cas a été, et l'incidence a été très, 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 très élevée à partir de mi-octobre et pendant le mois de novembre jusqu'à mi-novembre. Et puis très vite, grâce à la mesure de confinement, finalement, l'incidence a diminué. De même pour le taux de positivité des tests. Ça, ce sont des données françaises. Je vous montrerai sur la diapositive juste après les données bretonnes. Et ben, le taux de positivité des tests a été très élevé aussi, qui a dépassé 20%, ce qui était énorme. Hein. Quand vous avez envoyé un patient faire un test, vous aviez 20% de chances qu'il soit positif, c'était énorme. Et là, fort heureusement, il est en train de baisser. Donc là, on voit que les mesures de confinement ont beaucoup baissé. Diapositive suivante. Qu'en est-il en Bretagne? Je suis désolé, manifestement, la diapositive est un petit peu floue. Et ben, là aussi, ça a été très élevé courant octobre. Ça avait commencé en septembre, et notamment dans la région rennaise. Dès septembre, l'incidence était très élevée. Et puis, ça a baissé grâce aux mesures de confinement. Ça a baissé très rapidement, fort heureusement. En fait, il faut bien voir que c'est une maladie qui se nourrit des interactions sociales. Hein. La meilleure mesure préventive pour ne pas attraper la maladie, c'est ne pas avoir d'interaction sociale. Alors bien sûr, c'est pas possible de ne pas avoir d'interaction sociale. On en a toujours un minimum, mais il faut les limiter de façon majeure et les limiter à celles qui sont absolument nécessaires, voir sa famille proche, ses parents, travailler, aller à l'école pour les enfants, ça c'est nécessaire. Mais le reste, c'est probablement en ce moment pas une bonne idée, puisqu'il faut absolument diminuer au maximum les interactions sociales pour que l'épidémie disparaisse, et c'est le rôle du confinement. Alors, diapositive suivante. Alors, où on en est en termes d'hospitalisation maintenant, vous avez sur la partie gauche de la diapositive les nouvelles hospitalisations et la partie droite de la diapositive les patients encore hospitalisés. Donc, vous voyez que les nouvelles hospitalisations, sur la partie toute gauche, c'était la première vague, et puis la partie un peu plus à droite, la nouvelle vague. Donc, vous voyez qu'on est monté très, très vite, mais grâce au confinement, les nouvelles hospitalisations ont largement diminué. Et là, actuellement, nous, on a beaucoup moins d'hospitalisations par jour. Au plus fort là, de la nouvelle crise, on avait en gros une quinzaine de patients nouvellement à hospitaliser par jour sur l'hôpital. Et en gros, le solde était de plus 15 chaque jour. C'était même pas 15 nouvelles hospitalisations à faire, parce qu'il y avait des sorties, il y avait plus d'hospitalisations que ça, mais le solde était de plus 15 hospitalisations par jour, alors que maintenant, on est plutôt à un solde négatif. Hein. Chaque jour, on diminue notre nombre de personnes hospitalisées. Alors, ça prend bien sûr beaucoup plus de temps, puisque les patients peuvent être hospitalisés un certain temps, mais notre nombre de patients hospitalisés maintenant commence vraiment à diminuer. Là, en 15 jours, on a perdu 30 malades. Le solde est négatif de 30 patients, et ce sont fort heureusement pas des décès, hein, ce sont des patients qui sont ressortis chez eux guéris. On a encore pas mal de patients hospitalisés, mais ça va mieux. Diapositive suivante. Donc là, c'est la même chose, mais en réanimation, avec des échelles donc, qui sont moins importantes. Il y a moins de patients hospitalisés en réanimation, fort heureusement. Et ça suit exactement les mêmes cibles, avec beaucoup moins de nouvelles hospitalisations en réanimation actuellement. On est à maximum une par jour, et c'est plutôt de l'ordre de une tous les 2 à 3 jours maintenant sur Rennes. Et donc un nombre de personnes hospitalisées en réanimation qui, là aussi, commence à diminuer. Ça prend du temps, parce que les patients hospitalisés sont hospitalisés en gros 3 semaines. Donc ça prend plus de temps pour la réanimation. Diapositive suivante. Le corollaire, c'est le décès. Et ben, les décès, là aussi, ont augmenté de façon importante. Mais si vous faites attention aux dates et si vous regardez la dynamique, vous voyez que ça diminue plus lentement. Mais en fait, c'est normal. C'est que lorsque vous mettez en place un confinement, vous allez diminuer votre nombre de nouveaux cas au bout de 2 semaines. Le nombre d'hospitalisations, c'est 1 semaine plus tard, puisqu'on est hospitalisé 1 semaine après l'apparition des cas. Le nombre d'hospitalisations en réanimation, c'est encore 1 semaine plus tard, puisqu'on est hospitalisé la plupart du temps 1 semaine après avoir été hospitalisé
dans un service classique. Et le nombre de décès, c'est 2 semaines encore plus tard, puisqu'on décède malheureusement au bout de 2 à 3 semaines de réanimation pour les patients qu'on hospitalise en réanimation. Et c'est surtout ça qui traduit la mortalité, en tout cas hospitalière. Donc c'est pour ça que ça met plus de temps à diminuer, mais fort heureusement, ça commence à diminuer, et ça, c'est une excellente nouvelle. Diapositive suivante. Donc, est-ce que ça a eu un effet réel sur la mortalité? Bah oui, vous connaissez sans doute ces courbes-là, hein, qui sont des courbes de Santé publique France qui sont publiées chaque année. C'est-à-dire, vous avez la courbe rouge qui est la mortalité théorique chaque année, les courbes vertes qui sont des mortalités selon des scénarios plus ou moins graves d'épidémie grippale en pratique, et la courbe noire qui est la mortalité réelle constatée. Et vous voyez que chaque année, elle varie en pratique en fonction de l'intensité de l'épidémie de grippe. Et ben, vous voyez que pour la première vague, si vous regardez la partie droite de la diapositive, il y a eu un excès de mortalité en France très important, qui a surtout été noté dans le Grand Est et en région parisienne. On n'a jamais eu d'excès de mortalité en Bretagne. Et pour la deuxième vague, il y a eu aussi un excès de mortalité qui a été fort heureusement moins important que lors de la première vague. Et là aussi, il n'y en a pas eu en Bretagne. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a 90% des décès qui surviennent chez des patients de plus de 65 ans, donc, et avec un âge médian, c'est-à-dire 50% des personnes décédées ont plus de 84 ans, donc c'est absolument énorme. Hein. Et alors, ce que j'ai rajouté, c'est le taux de mortalité de faible, y compris chez les personnes âgées. Oui, on entend trop souvent que finalement, les personnes âgées, s'ils l'attrapent, ils vont mourir, ils sont sûrs. C'est sûr qu'ils décèdent. En fait, c'est pas vrai du tout. Hein. Même si on est âgé et si on attrape la Covid, la plus grosse probabilité, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose et qu'on ait une forme modeste et en tout cas qu'on ne meure pas. C'est vrai que la probabilité de décéder est malheureusement beaucoup plus élevée chez les personnes âgées que chez les personnes jeunes, mais fort heureusement, la plus grosse probabilité, c'est qu'on ne décède pas quand on est âgé, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Diapositive suivante. Donc là, c'est ce que je vous montrais sur les excès de mortalité en France. En gros, plus c'est rouge, plus il y a de l'excès de mortalité. Vous voyez que la Bretagne a en permanence été pour l'instant préservée d'un excès de mortalité, et on espère que ça dure. Voilà, diapositive suivante. Alors, qu'en est-il de la transmission ? La transmission est essentiellement par voie gouttelette, hein, et avec donc un rôle du manuportage, comme la grippe en fait. Hein, on se contamine nos mains par nos gouttelettes, nos grosses gouttelettes hein, qui font plus de 5 micromètres. Il y a une excrétion du virus dans les selles, mais il n'est pas contaminant. Et puis, il y a la fameuse question de la transmission aérienne. Alors, la transmission aérienne existe. C'est absolument vrai, mais en fait, elle est marginale en termes épidémiques. Ce qui se passe, c'est que la majorité des personnes ne sont transmetteurs que par voie gouttelette. Et donc, finalement, la distanciation physique suffit à éviter une transmission. Mais il existe des personnes qui sont ce qu'on appelle super transmetteurs, qui excrètent énormément de virus. Ces personnes-là sont minoritaires, fort heureusement, mais on est incapable de les identifier. Elles ne sont pas forcément obligatoirement symptomatiques d'ailleurs. On peut être super transmetteur en étant parfaitement asymptomatique. Donc, c'est encore plus difficile de les identifier. Et ces personnes-là vont excréter tellement de virus qu'effectivement, il va avoir une transmission aérienne en suspension dans l'air. Et donc, là, il y a un risque de transmission aérienne qu'on ne peut pas prédire. Mais mettons que vous soyez dans une grande salle de 50 mètres carrés, que vous soyez 5 dans cette salle-là. Si il y en a un qui est positif au Covid, mais qu'il n'est pas super transmetteur, il n'est que transmetteur par gouttelette. Théoriquement, si vous éloignez de cette personne-là, vous n'avez aucun risque d'acquérir la maladie, même sans masque. Voilà. Le problème, c'est que si ce personne-là est super transmetteur et que vous êtes à l'autre bout de la salle, sans masque, vous allez être contaminé. Et donc, vous voyez que cette possibilité de transmission aérienne, qui est en fréquence très faible, elle a un rôle dans les mesures de précaution qu'on est obligé de conseiller, puisqu'on ne peut jamais la prédire. Elle est faible d'un point de vue épidémiologique, c'est-à-dire d'un point de vue épidémiologique, c'est essentiellement la transmission gouttelette qui explique l'immense majorité des cas.
Et d'ailleurs, s'il y avait une transmission par aérosol, il y aura encore plus de cas que ce qu'on a maintenant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais la transmission par aérosol est possible et nous impose d'avoir des mesures de protection comme celles qu'on propose, et notamment la transmission, la protection par le masque. Alors, diapositive suivante. Justement, là, c'est une diapositive un peu scientifique qui vous montre un peu l'effet du masque chirurgical sur les différents modes de transmission. Et je vous demande de regarder que la partie avec les points verts et les points oranges. La partie avec les points verts, vous voyez qu'il y a deux colonnes, une sans masque et une avec masque. Ça concerne les macro-gouttelettes, celles qui font plus de 50 micromètres. Et puis la partie avec les points orange, c'est les aérosols, donc les micro-gouttelettes. Et ben vous voyez qu'avec masque, que ce soit les macro-gouttelettes et les micro-gouttelettes, on les fait disparaître quasiment complètement. Et donc, le masque est un excellent moyen de protection pour les macro-gouttelettes, on le savait déjà, et également pour les micro-gouttelettes. Et je parle du masque chirurgical. Et donc, il n'y a pas de risque de transmission aérienne avec le masque chirurgical en conditions classiques. Alors, on pourrait rétorquer que cette étude-là a été évaluée pour des coronavirus humains et pas pour le SARS coronavirus 2, c'est vrai, mais en pratique, il n'y a pas de raison de penser que c'est différent. Donc, le masque doit marcher sur la transmission aérienne et gouttelette de ce virus. Diapositive suivante. Alors voilà donc les mesures de protection qui sont conseillées avec le port du masque. Moi, je vous avoue que pour moi, il manque toujours quelque chose, qui est à mon avis le premier truc, c'est la diminution des interactions sociales. Parce que la distanciation physique, c'est pas mal, mais c'est pour la transmission gouttelette et pas pour la transmission aérienne d'une part. Et puis, franchement, c'est une maladie qui se nourrit des interactions sociales. Vous arrêtez les interactions sociales, il n'y a plus de maladie. Les confinements, ça marche. Donc, il faut bien faire comprendre à l'ensemble des personnes et à nos patients qu'il faut que chacun, dans notre vie de tous les jours, on identifie les interactions sociales qu'on peut éviter, même sans confinement officiel, qu'on peut éviter tant que le virus est là, puisque c'est ça qui nous permettra de limiter le virus. Il y avait une question que vous nous aviez adressée en préambule, qui était pourquoi la Suède s'en sort nettement mieux. Alors la Suède s'en sort bien, mais en fait, elle s'en sort pas beaucoup mieux que nous si vous regardez le nombre de cas rapportés à leur population générale et surtout leur nombre de décès rapportés à leur nombre de cas. Elles ont un nombre de décès qui est assez important finalement. Mais ils s'en sortent plutôt bien quand même pour plein de raisons. Et c'est difficile d'identifier plusieurs raisons. Et d'ailleurs, il sera très utile après la crise d'avoir des études pluriprofessionnels avec des sociologues, des géographes, des météorologues, des urbanistes et des épidémiologistes, bien sûr, pour comprendre pourquoi dans certains pays ça a diffusé et pourquoi dans d'autres ça n'a pas diffusé. On pourrait citer la Grèce, par exemple, qui s'en sort très bien sans qu'on comprenne trop pourquoi. Si on reprend l'exemple de la Suède, les villes suédoises sont beaucoup moins densément peuplées que les villes françaises. Pareil, les villes allemandes sont beaucoup moins densément peuplées que les villes françaises ou les villes espagnoles ou les villes anglaises. Donc ça, la densité de population est un critère qui est très important. Mais il y a un autre truc aussi en Suède qui a été fait, c'est qu'il n'y a pas eu de confinement officiel. Mais les autorités, leur gouvernement leur a expliqué que pour éviter la contamination des gens, il fallait diminuer ces interactions sociales, nos déplacements, etc. Et quand on regarde ce qui s'est passé en Suède, à partir du moment où le gouvernement a fait ça, les transports, l'afflux, la fréquentation dans les transports a été diminuée de 70%. Donc, il n'y a pas eu de confinement officiel. Mais en fait, les Suédois, quand on leur dit, pour éviter de diffuser la maladie, il faut que vous évitiez de rencontrer des nouvelles personnes, il faut que vous diminuiez au maximum vos nouvelles interactions sociales, ils le font. Ils le font et de fait, ça fait un vrai confinement. Et c'est ça qu'on n'a peut-être pas assez expliqué parce qu'on ne voulait pas c'est dur de diminuer ces interactions sociales. C'est très, 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 c'est très, très dur. Mais il n'y a rien de mieux que ça pour empêcher une maladie contagieuse qui se nourrit des interactions sociales. Il faut diminuer nos interactions sociales. Et quand le confinement va complètement disparaître au 15 décembre, là, il faudra que chacun continue ce travail-là d'identifier parmi ces interactions celles qu'on peut supprimer. Alors, c'est pas à moi de dire individuellement pour chacun ce qu'il faut supprimer ou pas. Chacun a son choix à faire dans ces cas-là, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Et je trouve que c'est
campagnes d'affichage, là, elles sont très bien, certes, mais il manque le premier truc qui est, faut diminuer les interactions sociales. Alors, diapositive suivante. Et pourquoi il faut diminuer les interactions sociales? C'est à cause de ça. Ça, c'est l'infectiosité en fonction de l'apparition des symptômes. Et ça, on savait que c'était possible, hein, mais jusqu'ici, dans toutes les maladies émergentes, on avait une espèce de dogme qui disait que, et jusqu'ici qui avait été vérifié d'ailleurs, qui disait que la contagiosité était proportionnelle à la symptomatologie. C'est-à-dire, plus les patients étaient symptomatiques, plus ils étaient contagieux, et l'inverse était vrai, moins ils étaient symptomatiques et moins ils étaient contagieux. Et moralité, quand ils étaient asymptomatiques, ils n'étaient pas contagieux. Ça a été vrai pour Ebola, ça a été vrai pour le MERS coronavirus, ça a été vrai pour le SARS-CoV, le premier. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai pour celui-là. En fait, comme vous le voyez sur cette diapositive, le pic de contagiosité, c'est la veille de l'apparition des symptômes. Et ça, c'est un énorme problème, puisque autant quand les patients sont symptomatiques, ils vont faire attention à ne pas rencontrer de nouvelles personnes, à appliquer bien les mesures barrières, etc. Autant qu'on est asymptomatique, on peut faire moins attention. Or, c'est là où on est le plus contagieuse. Et c'est tout le problème. Et c'est pour ça qu'il faut diminuer ces interactions sociales. Alors, l'autre information de cette diapositive, c'est que vous voyez qu'à J7, on n'est plus contagieux. Et j'ai vu quelques questions passer qui disaient oui, mais combien de temps l'isolement, combien de temps la positivité, etc. Et voilà, chez une personne lambda, à J7, elle n'est plus contagieuse, pour peu qu'elle soit apyrétique depuis plus de 48 heures. Donc le critère de guérison, c'est quoi? C'est il faut qu'on ait plus de fièvre depuis plus de 48 heures et faut qu'on soit au-delà des 7 jours de l'apparition des symptômes. C'est bon, on est guéri, on n'a pas besoin de refaire le test puisqu'il peut rester positif. Ça ne traduit pas qu'il y a encore du virus, ça traduit qu'il y a encore du génome du virus. C'est tout ce que ça traduit. Et il y a 30% des gens qui ont encore un test positif à J7, mais par contre, on sait maintenant de façon très solide qu'ils ne sont plus contagieux. Pour les personnes immunodéprimées, on va aller jusqu'à J14 de contagiosité. On a cette inquiétude-là. Et pour les personnes hospitalisées, on va faire aussi J14. Mais voilà, chez quelqu'un de lambda, pour peu qu'il ait plus de 48 heures d'apyrexie, il n'est plus contagieux au 7e jour, 7 jours après l'apparition des symptômes, et donc il peut revivre une vie normale, en tout cas s'il n'a plus de symptômes. Alors, diapositive suivante. Les signes cliniques, en fait, je suis allé très vite et je vais un peu plus préciser ensuite sur quelques diapositives. C'est un syndrome pseudogrippal banal dans la majorité des cas, mais il y a quand même des particularités. Par exemple, il y a quelque chose qui est très important, c'est la sensation d'oppression thoracique. Les patients vous disent qu'ils ont une espèce de poumons rétrécis, ils n'arrivent pas à les gonfler complètement. Ça, c'est un signe très, très, très fort. Si on passe à la diapositive suivante, on voit aussi des signes ORL, l'anosmie, la gueusie, et qui est une anosmie qui est clairement différente de ce que vous connaissez dans les rhumes classiques. Les rhumes classiques, les gens sont très congestifs. La Covid, ça coule pas. C'est vraiment, voilà, c'est sec. Et pourtant, ils ont une anosmie, une agueusie qui peut durer, comme vous le voyez sur cette diapositive, très longtemps. Alors, c'est pas systématique. L'absence d'anosmie, agueusie n'élimine pas le diagnostic. Mais si vous avez un patient qui a un syndrome pseudogrippal, qui a une anosmie, une agueusie, et qui a en plus une oppression thoracique, vous pouvez être sûr que c'est une Covid. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Diapositive suivante. Donc, vous avez aussi des signes cutanés, mais qui sont souvent des signes qui sont témoignant de la guérison. C'est ce que vous voyez en distalité, sur l'extrémité des doigts, ces espèces de pseudo-engelures, un acrosyndrome très particulier, ça fait pas mal, ça dure 24 à 48 heures maximum, et ça touche, si on passe à la diapositive suivante, ça peut toucher également les pieds, mais c'est surtout présent chez les gens jeunes qui ont fait des formes pas graves du tout, voire asymptomatiques. Et vous retrouvez finalement la notion de Covid puisque son conjoint, sa mère, son enfant, peu importe, a fait un Covid. Lui, il n'a pas fait de symptômes, mais par contre, 10 jours après, il y a des engelures comme ça qui apparaissent et qui durent 24-48 heures. C'est un signe assez classique. Alors, diapositive suivante. Là, c'est juste une diapositive qui vous parlait, vous savez, du pseudo-syndrome de Kawasaki chez les enfants. Ça a beaucoup défrayé la chronique. C'est vrai que ça existe. C'est vrai qu'il y a une association, alors ce n'est pas d'ailleurs un Kawasaki, et maintenant on l'appelle le syndrome inflammatoire lié au Covid pédiatrique, mais en fait c'est très rare. Là, au moment de la première vague en Italie, là où il y avait tellement de cas,
vous avez toutes les données du plus gros hôpital pédiatrique de la zone où il y avait le plus de Covid pendant toute la première vague. Et regardez, ils ont eu 10 cas pendant l'épidémie, alors qu'ils ont reçu des milliers et des milliers d'enfants. Donc oui, ça existe, oui, c'est particulier, oui, c'est assez grave, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est une forme grave d'une maladie bénigne. Classiquement, et ben oui, ça existe, ces formes graves-là, c'est exceptionnel. Parce que là, 10 cas sur l'ensemble de l'épidémie qu'ils ont eu, c'est rien du tout, en fait. Diapositive suivante. Chez la femme enceinte, il n'y a aucune alerte. Et là, il y a encore une étude qui a été publiée il y a 2 semaines. Toutes les données sont toujours de plus en plus consolidées. Il n'y a vraiment aucune alerte. On a considéré par réflexe que c'était des personnes à risque. C'est bien, parce qu'au début, on ne connaissait pas du tout. Et donc, par réflexe, on considère que ce sont des formes graves, des personnes à risque. Mais en fait, il n'y a aucun critère, aucun signal. Les femmes enceintes font des formes plutôt bénignes. Elles peuvent le transmettre à leur nouveau-né, mais les nouveau-nés, ils s'en fichent royalement, ils vont parfaitement bien. Donc ça, c'est très, très rassurant. Il n'y a pas d'aggravation du pronostic obstétrical, il n'y a pas d'accouchement prématuré, il n'y a pas de malformation, etc. Chez la personne âgée, tout a été décrit, mais vous connaissez ça mieux que moi. Les maladies infectieuses peuvent avoir des formes très particulières chez la personne âgée, plus de diarrhée, plus de confusion. Donc voilà, à part dire que c'est beaucoup plus grave, il n'y a pas de spécificité, quoi. Alors, les symptômes persistants post-Covid maintenant, je préfère utiliser cette terminologie-là que celle qu'on voit le plus souvent maintenant qui s'appelle Covid long. Pourquoi je dis ça? Parce que Covid long, ça pourrait sous-entendre qu'il y a encore du virus qui se réplique, alors que, en fait, non, le virus, il a disparu et les patients ne sont pas contagieux. C'est la persistance ou la récidive des symptômes initiaux, souvent sous forme cyclique, qui s'alternent avec des symptômes très divers, mais beaucoup de fatigue, beaucoup de ralentissement idéomoteur, voilà, et qui sont très importants. Diapositive suivante. Euh, on ne connaît pas la physiopathologie. Nous, on a évalué des patients, on a suivi un peu plus de 200 patients et sur 23 d'entre eux, on a fait des bilans exhaustifs avec scanner, électromyogramme, IRM cérébral, épreuve fonctionnelle respiratoire, gaz du sang, bilan immunologique complet, etc. Et dans l'immense, immense majorité des cas, on ne retrouve absolument rien. On a vu des patients qui étaient très dyspniques devant nous et on leur faisait des scanners et leur scanner était strictement normal. On leur faisait des EFR alors qu'ils étaient dyspniques et les EFR étaient strictement normales. Alors c'est pas dans la tête, hein, parce que ça existe dans le monde entier, c'est très stéréotypé, c'est toujours la même chose, ce qui ne va pas avec quelque chose de psychosomatique. C'est pas dans la tête, c'est juste qu'on ne comprend pas. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que il n'y a pas de lésion organique quand même constatée, et donc ça c'est plutôt bon signe. On peut espérer qu'il n'y ait pas de séquelles de ça. Par contre, ça peut durer très longtemps. On a vraiment l'impression que c'est un problème de désadaptation de l'organisme qui n'est plus capable de bien finalement réguler ses efforts ou ses fonctions physiologiques en fonction des symptômes, des signaux qu'il reçoit. Donc c'est un travail de réadaptation à faire qui est très long. Il faut reconnaître les malades en tant que malades, et c'est pas parce que leur bilan est strictement normal qu'ils n'ont rien. Ils sont malades, effectivement. On ne sait pas quel est le mécanisme physiopathologique, mais ils sont malades. Et en fait, en les accompagnant dans un programme de réhabilitation progressive avec des petits objectifs initiaux, puisqu'il faut vraiment se donner des petits objectifs. Finalement, petit à petit, ça va. On a quand même des patients, nous, qu'on avait diagnostiqués au mois de février, qui sont malheureusement très handicapés encore. C'est la minorité des malades, mais c'est des patients sur lesquels on est très embêté parce qu'on n'a pas beaucoup de traitements et il n'y a aucun traitement qui fonctionne. Alors, en résumé, sur les signes cliniques, c'est un syndrome pseudogrippal, les myalgies marquées, l'anosmie-la-gueusie, la pesanteur thoracique, l'asthénie, puis il y a plein d'autres signes, mais c'est des symptômes que vous connaissez bien. Alors, diapositive suivante. Le diagnostic, comment il va être fait? Le diagnostic de choix et de référence, ça reste la PCR SARS-CoV-2 sur une sécrétion nasopharyngée. La sensibilité est non parfaite, mais maintenant on estime qu'elle est aux alentours de 90%. Elle est très corrélée à la réalisation du test. En fait, il faut bien faire le test dans le nasopharynx et pas dans la fosse nasale. Si vous faites dans la fosse nasale, la sensibilité est moins bonne. Malheureusement, le test fait mal. Et s'il est bien fait, il fait mal. Ça c'est sûr, parce qu'il faut passer les cornets, obligatoirement. Et donc, ça fait mal pour aller frotter le nasopharynx. On peut faire la même chose sur des tests salivaires, mais c'est moins bon.
en termes de sensibilité. Et puis, il y a les tests antigéniques dont vous avez sur lesquels vous avez posé beaucoup de questions. Bah, les tests antigéniques, premièrement, ils ne dispensent pas de la réalisation dans le nasopharynx. Donc, ça fait mal aussi. Et donc, il faut faire les couvillons aussi. Ça, c'est le premier élément. Et puis surtout, la sensibilité, dans les tests qui sont actuellement disponibles, elle est, dans la vraie vie, hein, elle est pas très bonne. Et ça, c'est un énorme problème. On pensait qu'elle allait être bonne, mais en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas très bonne. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que la spécificité n'est pas très bonne aussi. On a eu des épisodes assez douloureux, nous, sur notre établissement, où des tests positifs étaient en fait négatifs. Donc, les tests antigéniques, je sais qu'ils sont très promus par nos autorités parce que le résultat est rapide. Je pense qu'ils sont très intéressants quand vous faites des dépistages populationnels. Vous voyez une population, vous faites des tests antigéniques, bah, ça vous donne quand même une image de ce qui se passe dans la population. Mais au niveau individuel, ça ne me semble pas un très bon test. Et je pense que la PCR SARS-CoV-2 reste la clé pour l'instant. On aura des nouveaux tests antigéniques, j'espère prochainement, qui seront meilleurs. Mais pour l'instant, ceux qui sont à notre disposition, ils ne sont pas très bons. Quant à la sérologie, elle est disponible. Il y a plusieurs tests dont les fiabilités sont diverses. Mais surtout, je ne sais pas quoi en faire, en fait, de la sérologie. Je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur le chat qui nous disent combien de temps on est protégé par un Covid. Ben, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on est protégé un certain temps, puisque pour une maladie sur laquelle on y reviendra un peu plus tard, il n'y a aucun traitement spécifique. Et ben, si on guérit de la Covid, c'est bien que c'est notre immunité qui a détruit le virus. Parce que sinon, le virus continuerait à se multiplier. Donc, ça veut dire que notre immunité a été capable, au moins transitoirement, de mettre en place une réponse immunitaire protectrice. Combien de temps cette réponse protectrice dure, on ne sait pas. Et d'ailleurs, on ne sait pas du tout si la réponse, elle est vraie pour l'ensemble de la population. Il y a probablement des gens pour lesquels ça dure longtemps et probablement des gens pour lesquels ça ne dure pas longtemps. Classiquement, on a tendance à penser que dans les mois, ou les 2-3 mois qui suivent la Covid, on est protégé. Mais on a vu des réinfections avec de la culture virale positive survenir un peu après un mois, après un premier épisode. Donc, on ne sait pas. Et la sérologie, elle nous donne l'information qu'on a des anticorps, mais on ne sait pas du tout si les anticorps sont protecteurs. Donc, en réalité, je ne sais pas quoi faire de cette sérologie. Et je vous avoue que depuis le début de la crise, j'en ai prescrit 3 fois pour des cas très particuliers. Mais c'est pour vous montrer que, alors que j'ai vu beaucoup de Covid, bah, c'est pour vous montrer que l'utilité est, à mon sens, très, très modeste. Le scanner thoracique est un très bon examen aussi pour faire le diagnostic de Covid, puisqu'il donne des lésions très spécifiques, mais c'est surtout pour l'hospitalisation. Diapositive suivante. Alors, quelles sont les complications à connaître en médecine générale, notamment pour la Covid? Elles sont de 3 ordres. Respiratoire, elle survient entre J8 et J12. En fait, tout se passe comme s'il y avait 2 temps dans la maladie Covid. Un premier temps qui est la première semaine où c'est le virus qui se multiplie. Bon, et c'est là où vous avez le syndrome pseudo-grippal, etc. Et puis le deuxième temps où c'est la réponse inflammatoire qui va être un peu exacerbée et un peu démesurée et qui va provoquer des dégâts avec des atteintes respiratoires. Et ça survient en 2e semaine. Chez ces personnes qui vont faire une aggravation avec une détresse respiratoire en 2e semaine, il faut savoir que, en fait, eux, ils restent fébriles. Donc, si vous avez un patient qui devient apyrétique lors de la première semaine, la probabilité qu'il fasse une décompensation respiratoire en 2e semaine est infinitésimale. Les patients qui vont faire la décompensation respiratoire en 2e semaine, ce sont des gens qui restent fébriles. Alors, tous les gens restant fébriles, parce qu'il y a des gens qui peuvent rester fébriles longtemps, hein, jusqu'à J15, toutes les personnes restant fébriles au-delà de J8 ne vont bien, heureusement, pas faire une décompensation respiratoire. Mais ceux qui font une décompensation respiratoire sont tous fébriles. Et il faut faire attention à ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. Les patients, et ça c'est vraiment une spécificité de la Covid, ne sentent pas qu'ils sont en détresse respiratoire. Il n'y a pas de mise en jeu de muscles respiratoires accessoires. En gros, ils n'ont pas l'impression d'étouffer. Et ça, c'est un vrai problème. Et vous pouvez vous faire avoir parce que l'aspect clinique qu'ils ont est plutôt très rassurant. Donc, ne vous satisfaisez pas juste de l'aspect clinique, prenez une saturation. Et vous allez voir des surprises avec des saturations très basses, alors que vous ne le pensiez vraiment pas en voyant ces patients. Il y a aussi la désaturation à l'effort. Donc, n'hésitez pas dans votre cabinet à demander aux patients de faire un peu d'effort.
de se déplacer jusqu'à votre table d'examen plusieurs fois et vous regardez s'il y a une désaturation à l'effort, ça c'est très bien. Le deuxième type de complication, c'est la complication thromboembolique. C'est une maladie qui est très, très prothrombogène, ce qui nécessite de faire une prophylaxie par héparine de bas poids moléculaire systématique chez les patients hospitalisés. Et en cas de diminution de l'activité et de facteurs de risque de thrombose veineuse profonde, en ambulatoire aussi. Donc, vous avez les recommandations du Haut Conseil de santé publique qui datent actuellement du 23 juillet 2020 et qui vous recommandent dans quelle situation mettre. Donc, elles sont accessibles en ligne gratuitement sur le site du Haut Conseil de santé publique. En gros, c'est diminution de l'activité et facteur de risque de thrombose veineuse profonde. Faites-vous confiance. Moi, je trouve que si vous trouvez que votre patient, déjà, il est obèse, il a peut-être déjà fait des phlébites, il a l'insuffisance veineuse, et puis il bouge beaucoup moins depuis qu'il a le Covid, et ben faites-vous confiance et à ce moment-là, mettez une prophylaxie de la maladie veineuse thromboembolique. Vous allez le faire pendant 7 jours minimum et vous pouvez continuer un peu, mais vous l'arrêterez quand les patients seront guéris, en gros, quand vous les considérez comme cliniquement guéris. Ces recommandations du Haut Conseil de santé publique sont en cours de modification. On a, j'espère, notre dernière réunion demain. Alors moi, je n'ai pas travaillé sur les maladies thromboemboliques, donc je ne sais pas ce qui nous sera proposé au choix, donc je ne peux pas vous dire si, notamment avait été interrogé le fait de pouvoir donner des anticoagulants à action directe et pas que des HBPM. Je ne sais pas quelles seront les conclusions des collègues qui connaissent vraiment bien ça et qui travaillent sur le sujet, mais j'espère que ces nouvelles recommandations seront accessibles dans les 2 semaines. Donc, guettez sur le site du Haut Conseil de santé publique. Et puis enfin, la surinfection bactérienne, en fait, elle est très, 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 très rare, ce qui a justifié notre recommandation, et là, pour le coup, c'est moi qui ai bossé dessus, de ne pas donner d'antibiothérapie en cas de Covid, bien évidemment, et de ne le faire que si on a des arguments très forts pour une surinfection bactérienne. C'est quoi la surinfection très fort? C'est une évolution en 2 temps, éventuellement. C'est un foyer auscultataire très net qui apparaît à l'auscultation. C'est surtout l'apparition de sécrétions qui peuvent être majorées. Et donc là, il faut effectivement donner de l'antibiothérapie, amoxicilline ou amoxicilline acylcarboxylique. Alors, diapositive suivante. Quelles sont les formes graves? Donc, les formes graves, ça touche des patients qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires et des personnes âgées. Et puis, il y a aussi les personnes obèses. Diapositive suivante. Voilà, vous avez ces facteurs-là. Quels étaient les facteurs? Ça, c'était sur les études italiennes. Hein. Quels étaient les facteurs associés à la mortalité? Et ben, c'est ça. Hein. C'est clairement l'hypertension, le fait d'avoir des pathologies cardiovasculaires. Et la surprise qu'on a eue, alors le fait d'être obèse n'est pas associé à la mortalité, mais est associé à faire des formes plus graves. C'est-à-dire, on va plus souvent en réanimation quand on est obèse, mais on survit à la réanimation. L'âge est bien sûr un facteur de risque très important. La bonne surprise qu'on a eue, c'est que les immunodéprimés, sauf quelques exceptions très particulières, mais les immunodéprimés dans leur ensemble ne font pas plus de Covid que les autres. Et quand ils font un Covid, elles ne sont pas plus graves que les autres. Et pareil, les insuffisants respiratoires chroniques, là aussi, sauf exception absolue, ne font pas plus de Covid que les autres et ne font pas plus de formes graves de Covid que les autres. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Diapositive suivante. Alors, qu'en était-il des traitements? Donc, on a repositionné d'anciennes molécules. Hein, on n'avait pas le temps pour faire de nouvelles molécules. Non, il n'y a plus d'intérêt de l'azithromycine en cas de suspicion de surinfection. Si on fait de la surinfection, c'est du pneumocoque ou du staphylocoque doré. L'azithromycine n'a pas d'intérêt là-dessus. Et ça n'a pas du tout montré son... En fait, toutes les études qui sont intéressées à l'azithromycine, que ce soit en ambulatoire ou en hospitalisation, ont montré plutôt des effets néfastes de l'azithromycine, aucun bénéfice et un peu d'effets secondaires. Pas très grave, hein, mais un peu d'effets secondaires. Donc, on a repositionné d'anciennes molécules. Je vais vous parler l'opinavir-ritonavir, qui est un antirétroviral qu'on n'utilise plus pour son activité anti-VIH, puisqu'il a trop d'effets secondaires. Il marchait bien, mais il a trop d'effets secondaires. Mais qui avait une activité sur le MERS coronavirus, et donc on s'est dit, essayons-le sur le SARS-CoV-2. Remdesivir, qui est un antiviral qui avait été développé pour le Ebola,
et qui marche pas bien d'ailleurs, et qui avait une activité sur le MERS coronavirus, et donc on s'est dit, essayons-le. Et puis chloroquine, hydroxychloroquine, un temps, on s'était posé la question de son activité antivirale, mais en fait, il n'y a pas d'activité antivirale de l'hydroxychloroquine, mais on s'est posé la question de son activité anti-inflammatoire. Je vous ai dit que la deuxième partie de la maladie, c'était une maladie inflammatoire, et donc pourquoi pas. Puis la dexaméthasone, justement, sur ces formes inflammatoires. Donc on va aller vite sur les traitements. Vous allez voir, diapositive suivante, lopinavir, ritonavir, ça ne marche pas. Donc on passe, il ne faut pas en donner. Diapositive suivante. Remdesivir, ça c'était une première étude chinoise qui disait que ça ne marchait pas du tout quand on le comparait au placebo, mais comme c'était une étude qui avait été terminée plus tôt que prévu puisqu'ils n'avaient plus de malades et donc n'avaient pas pu inclure tous les malades qu'ils voulaient et donc avec un manque de puissance, ils se sont dit on va en faire d'autres. Donc diapositive suivante. Donc ça, c'est une étude sponsorisée par le laboratoire qui montrait que finalement, quand on donnait 5 jours de remdesivir comparé à un placebo, les symptômes s'amélioraient un peu plus vite, 11 jours dans le groupe remdesivir versus 15 jours dans le groupe placebo. En sachant que ce n'était pas le critère de jugement principal de l'étude initiale, et donc ils ont en cours d'étude changé le critère de jugement, qui était un critère de mortalité. Mais comme ils voyaient qu'il n'y avait pas d'effet, ils ont changé les critères de jugement et changé les groupes, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais bon, quand même, c'est ça qu'a permis l'AMM. Mais ce qui est un peu surprenant, diapositive suivante, c'est qu'ils ont continué l'étude et puis ils se sont rendus compte que si on donnait 10 jours de remdesivir, on n'avait plus du tout cet effet d'amélioration des symptômes à 11 jours. Ça, c'est étonnant. Qu'un médicament qu'on donne 5 jours, on améliore plus vite les symptômes qu'un placebo. Mais si on le donne 10 jours, on n'améliore pas plus vite les symptômes qu'un placebo. Ça, c'est quand même très étonnant. Et donc, diapositive suivante, a été fait une étude, qui est la grosse étude internationale qui s'est intéressée à des marqueurs forts comme la mortalité. Et il n'y a aucun effet du remdesivir sur les maladies à Covid. Donc, en gros, il ne faut pas donner de remdesivir. Ça a eu l'AMM européenne, je vous avoue, c'était quand même très, très étonnant que ça ait eu l'AMM. Mais voilà, ça n'a pas d'effet. Donc, on passe. Diapositive suivante. Hydroxychloroquine, chez des patients hospitalisés, aucun effet par rapport au placebo. Diapositive suivante. Chez des patients non hospitalisés, aucun effet par rapport au placebo. Diapositive suivante. Et chez des patients en prophylaxie, je suis en contact avec du Covid, j'ai peur de l'avoir, je prends un médicament pour éviter que ça arrive, comparé au placebo, aucun effet. Et toutes les études, là je vous en ai montré 3, mais toutes les études sont concordantes, il n'y a aucun effet de l'hydroxychloroquine, qu'elle soit utilisée seule ou en association avec l'azithromycine. Donc malheureusement, on n'a pas trouvé de médicaments actifs sur le virus. Alors sur le seul truc sur lequel on puisse jouer, c'est l'inflammation. Et donc arrive la question des corticoïdes. Et donc il y a eu cette étude-là qui avait fait grand bruit, l'étude Recovery, qui est l'étude anglaise, qui avait comparé la dexaméthasone à du placebo, alors chez tous les patients sur la partie en haut à gauche de la diapositive, chez les patients avec un peu d'oxygène sur la partie en bas à gauche de la diapositive, chez les patients qui sont en réanimation et qui sont intubés sur la partie en haut à droite de la diapositive, et chez les patients sans oxygène sur la partie en bas à droite de la diapositive. Ce qu'on voit, c'est que plus les patients sont graves, plus la dexaméthasone, ça marche. Et en gros, chez les personnes sans oxygène, partie en bas à droite de la diapositive, ça ne marche pas. Et ça marche sur la mortalité. Donc oui, il faut donner de la dexaméthasone, même s'il y a plein de choses à dire sur cette étude aussi, notamment le fait qu'il partait avec une mortalité basale de 40%, ce qu'on n'avait pas du tout en réanimation, dans les réanimations qui ne sont pas du tout débordées, qui ont toujours été aptes à faire du travail dans de bonnes conditions. La mortalité, elle est 18%. Et donc, on ne sait pas du tout ce que ça fait si on part d'une mortalité beaucoup plus basse. Peut-être qu'on ne retrouve pas l'effet là, en fait. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Et comme on sait que ça ne fait pas de mal, on donne de la dexaméthasone chez les patients dès qu'il y a de l'oxygène. Par contre, chez les patients sans oxygène, ça a l'air d'être plutôt délétère. Donc, on ne donne pas de corticoïdes chez les patients sans oxygène pour la Covid. Par contre, attention, des gens qui auraient des corticoïdes pour une autre indication avant d'avoir la Covid, vous pouvez continuer. Ça sert à, même s'ils n'ont pas d'oxygène, il ne faut pas l'arrêter. De même, imaginez que vous ayez un asthmatique qui fait un Covid et dont l'asthme, qui n'est pas grave le Covid, mais dont l'asthme est décompensé par la Covid, et que vous avez envie de mettre des sous-corticoïdes pour son asthme, pas pour la Covid, mais pour son asthme, vous pouvez le faire sans problème. Donc, pour l'indication de la Covid, il ne faut pas donner de corticoïdes s'il n'y a pas d'oxygène. Mais si vous devez donner de la corticothérapie pour autre chose, même si les patients ont du Covid, vous pouvez le donner.
Et diapositive. Donc, c'est le seul traitement qui est marché. Pour les traitements non spécifiques, il y a l'antibiothérapie, elle est non systématique, je vous en ai parlé. La prophylaxie de la thrombose veineuse, je vous en ai parlé. Et puis, on va recommander dans les recommandations du Haut Conseil de santé publique, lorsqu'il y aura une co-circulation, ce qui n'est pas le cas actuellement, lorsqu'il y a une co-circulation du virus grippal et du virus à coronavirus, si vous pensez qu'il y a une grippe, mais qui peut aussi, donc vous êtes assez sûr de votre diagnostic de grippe, mais vous vous dites, mince, il a peut-être été exposé à la Covid et ça peut être du Covid aussi, et bien là, on dira de traiter par oseltamivir si vous êtes assez sûr de votre diagnostic de grippe. Pourquoi D'habitude, ce n'est pas une recommandation qu'on donne, parce que l'oseltamivir en ambulatoire, le bénéfice, il est quand même nul, en gros. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas du tout l'association grippe-coronavirus. Et on ne sait pas si ce n'est pas plus grave. Et il y a des éléments théoriques, physiopathologiques, qui pourraient nous laisser penser que ça pourrait être plus grave. Donc, comme on ne le sait pas, et qu'on a du recul sur l'oseltamivir, on préfère recommander, si vous pensez qu'il y a une grippe, traiter par oseltamivir pour éviter ces éventuelles co-infections qui pourraient être plus graves. Quand on le saura, et si on nous dit, non, en fait, c'est pas plus grave, on arrêtera cette recommandation de donner de l'oseltamivir. Mais pour l'instant, comme on ne sait pas, c'est pour ça qu'on donne cette recommandation-là. Oui, je sais qu'il est question, il est question de remettre en cause l'AMM de l'oseltamivir, et je serais tout à fait d'accord avec ça, de ne garder l'oseltamivir en temps normal que pour les grippes graves, qui est le seul en situation où on a quand même vu que c'était sans doute intéressant. Et pour les grippes que vous voyez, moi, je suis persuadé que ça sert absolument à rien. Et d'ailleurs, je ne prescris jamais d'oseltamivir hors réanimation. Même chez les personnes qui sont hospitalisées chez moi pour des grippes, la plupart du temps, j'en prescris pas. Parce que je pense que ça sert vraiment à rien hors réanimation et hors grippe grave. Donc oui, je suis d'accord. Là, on est particulier. Vous voyez, c'est une situation particulière. C'est qu'on ne sait pas si la co-infection grippe-coronavirus est pas délétère. Et il y a des arguments théoriques pour penser que ça pourrait l'être. Et donc, à partir du moment où ça peut l'être, notre idée, c'est de diminuer le plus vite possible la charge virale grippale, parce que ça, pour le coup, ça marche, l'oseltamivir. C'est pas grave pour les patients, mais il y a un petit effet sur la contagiosité et sur la durée d'excrétion du virus. Et puis, comme on sait que ça diminue quand même la réplication virale, et s'il y a une co-infection qui est synergique entre grippe et coronavirus, on se dit que là, tant qu'on ne sait pas, ça vaut peut-être le coup de faire ça. C'est une recommandation qui est très faible en termes de niveau de preuve. Et donc, vous avez le droit de la remettre en cause. Ça n'est pas de problème. Et je suis tout à fait, même si c'est une recommandation du Haut Conseil de santé publique, pour rien vous cacher, c'est moi qui l'ai proposé. Donc, mais je ne serais pas du tout vexé que vous la remettiez en cause et que vous la suiviez pas, parce que j'ai aucun niveau de preuve là-dessus. Mais ce qu'on se dit, c'est que le temps de savoir ce que ça fait, les deux, on propose ça, et quand on saura, et si ça fait rien, on arrêtera cette recommandation. Voilà comment on a choisi de réfléchir. C'est critiquable, mais voilà comment on a choisi de réfléchir. Alors, vous connaissez peut-être ces fiches qui ont été faites par le Collège national de la médecine générale, qui sont super, moi je trouve, et qui reprennent les recommandations. Si j'ai peut-être une petite critique ou un petit bémol, c'est qu'elles mettent beaucoup en avant les tests antigéniques, et je vous ai dit tout le mal que je pensais des tests antigéniques, mais c'est pas de la faute de ces fiches-là, c'est qu'elles suivent les recommandations, donc voilà. Mais elles sont très bien faites, et vous avez plusieurs situations où vous connectez sur le site Corona Click, et c'est accessible librement, et c'est vraiment très bien fait. Alors, les vaccins, il y a plein de questions sur le vaccin. Tiens, je réponds juste à une question que je vois là. Le masque Shear stoppe les aérosols, ça doit quand même diminuer la contagiosité des supercontaminateurs. Oui, ça diminue la contagiosité des supercontaminateurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut porter des masques pour tout le monde. Parce que si vous êtes supercontaminateur, si vous avez un masque, vous diminuez grandement votre contagiosité, donc ça c'est bien. Alors les vaccins, je vais en parler que de 3 si vous m'autorisez, qui sont les 3 les plus avancés. Il y a celui d'AstraZeneca qui est vectorisé par un adénovirus non réplicatif. Alors ça, c'est une méthodologie qui est utilisée de façon très longue, très ancienne. Le vaccin russe, c'est la même méthodologie. Les adénovirus sont des virus qu'on sait très bien vectoriser, et ils peuvent arriver dans les voies respiratoires très facilement, donc c'est ça l'intérêt. Et donc vous avez une enveloppe d'adénovirus en gros, et dedans vous avez un gène qui code pour la protéine S,
et qui va permettre justement d'exprimer la protéine S et donc de s'immuniser contre la protéine S. Il faut 1 à 2 doses, et plutôt 2 doses séparées de 28 jours, et il a été testé, y compris chez les personnes de plus de 70 ans. Mais tous ces vaccins-là, d'ailleurs, qui ont été toujours testés sur des personnes âgées, en fait, il y avait des critères d'exclusion, et notamment la fragilité gériatrique était un critère d'exclusion. Donc, ce sont des patients certes âgés, mais pas avec de fragilité gériatrique, en fait, pas des patients d'EHPAD. Est-ce qu'il faudra faire une PCR grippe en ville? Pourquoi pas, mais faites-vous confiance, vous savez faire un diagnostic de grippe. Hein. Mais nous, à l'hôpital, effectivement, les patients qui rentreront, ils auront d'emblée le test grippe coronavirus. Et il est probable que même en ville, les tests que vous aurez coronavirus, au bout d'un moment, soient couplés pour la grippe. Et donc, vous pourrez faire les deux en même temps. Ça, c'est plutôt bien. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin Pfizer, qui utilise une technologie de vaccin ARN messager. Alors, pour ceux qui ne sont pas très au fait de cette technologie-là, c'est quoi l'idée? C'est vous allez, au lieu d'injecter soit un virus entier, comme un vaccin vivant, comme la rougeole par exemple, soit une partie du virus immunogène, comme le Prévenard par exemple, ou pour la grippe, qui immunise contre des vaccins qui utilisent des déterminants antigéniques et immunogènes, on va injecter un ARN messager. Donc les ARN messagers, je suis désolé de vous rappeler des souvenirs probablement de biologie cellulaire douloureux, en tout cas pour moi c'était douloureux. C'est les ARN qui codent pour les protéines et qui vont être traduits en protéines. Ils vont être traduits en protéines par notre machinerie cellulaire à nous. Et ils codent pour la protéine S parce qu'il y avait 2 vaccins en cours pour Pfizer et en fait c'est le deuxième que je vous mets là qui va être distribué prochainement. Ils codent pour la protéine S, donc c'est nous-mêmes qui synthétisons la protéine S contre laquelle on va s'immuniser. Ça a été validé chez des patients, y compris jusqu'à 85 ans, et c'est 2 doses. C'est pareil de 28 jours. Alors, le problème des vaccins de Pfizer, j'en parlerai juste après, c'est sa conservation. Il faut qu'ils soient conservés à moins 80. Donc ça, c'est un problème. Et puis le vaccin Moderna, qui lui aussi utilise une technique ARN messager, 2 doses séparées de 28 jours, qui cible aussi la protéine S. Ce n'est pas le même ARN messager, peu importe, et c'est y compris chez des patients de 70 ans. Alors, diapositive suivante. C'est très difficile de vous donner des résultats très informatifs pour les vaccins. Cette crise a quand même été un peu la fossoyeuse de la communication scientifique. Tout le monde communique sans données scientifiques solides. On est incapable de dire qu'on ne sait pas. Ça, c'est quand même un peu étonnant. Donc là, il y a eu beaucoup de communication sur les vaccins vont arriver, etc., etc. Sachez que les seules données scientifiques qui sont disponibles sont les études de phase 2. On n'a pas les études de phase 3 et c'est normal, puisque pour avoir l'AMM, il y a quand même une espèce de secret, comme ils demandent l'AMM tout de suite, il y a une espèce de secret industriel. Les industriels ne nous montrent pas les données de phase 3. Ils ne les montrent pas parce que s'ils nous les montrent à nous, ça veut dire qu'ils les montrent à leurs concurrents. Et donc, ils ne les montreront que quand ils auront l'AMM. Et malheureusement, alors à part les experts de l'ANSM qui vont avoir les données et qui sont soumis au secret, nous, on est censé être un peu expert et puis juste voilà, je suis là pour vous faire une formation, et je ne peux pas vous dire si les études de phase 3 sont bonnes ou pas. J'en sais rien. Alors, les laboratoires, ils ont dit que c'était formidable, que les résultats étaient extraordinaires, etc. Mais on serait étonné du contraire. Et d'ailleurs, ça augmente leur capital boursier. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les études de phase 2, les données sont très, 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 très encourageantes. Vraiment. Tant en termes de tolérance qu'en termes d'efficacité. Et donc, ce serait pas étonnant, effectivement, qu'on ait des vaccins très prochainement, très efficaces. Voilà ce que je peux vous dire, et bien supportés. Et ceux-là, en l'occurrence. Mais je peux pour l'instant pas être encore affirmatif. Ce que je sais, c'est qu'il faut se mettre en ordre de marche pour être prêt à faire des campagnes de vaccination à large échelle parce que les vaccins vont arriver. Et on verra lesquels arriveront et lesquels on utilisera. Voilà ce qu'on arrivera. Alors, sur les études de phase 2, qu'est-ce qu'on peut dire? L'AstraZeneca, il est pas mal supporté chez les personnes. Il est plutôt mieux supporté que les 2 autres. C'est normal, la technologie adénovirus est une technologie éprouvée et c'est plutôt bien supporté. Il n'y a pas de problème.
Il y a un peu d'effets comme de la fièvre, des courbatures dans les 24-48 heures, mais c'est plutôt bien supporté. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est mieux supporté chez les personnes âgées au-delà de 65 ans. Donc ça, c'est plutôt bien. Et la deuxième dose qu'on fait et passe comme une lettre à la poste. La première dose est un peu secouante et la deuxième passe comme une lettre à la poste. Alors, ils ont communiqué pour une efficacité de 70%, donc je vous dis, j'en sais rien, je ne sais pas, je n'ai pas vu les données. Il est très facile à conserver, il est conservé comme n'importe quel autre vaccin. Le vaccin Pfizer, lui, il est très difficile à conserver puisqu'il doit être conservé au moins 80. Les dernières données qui ont été données à la Haute Autorité de Santé diraient qu'il pourrait être conservé une semaine à moins 20 et peut-être 4 à 5 heures au frigo. Mais on n'en sait pas plus que ça. Pour l'instant, c'est la conservation à moins 80. Donc, vous imaginez, là, on est en train de mettre en place ça, nous, sur le CHU pour la campagne de vaccination pour l'Ille-et-Vilaine. Il faut qu'on achète des moins 80, c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait de la carboglace pour amener les vaccins à l'endroit où ils doivent être administrés. C'est très, très compliqué. C'est pas très bien supporté. C'est pas très bien supporté. En fait, pour que l'ARN-M arrive au bon endroit, il faut qu'ils soient vectorisés. Ils sont vectorisés dans des nanoparticules lipidiques. Et ça, c'est pas très bien supporté. Alors, il n'y a pas d'effet secondaire grave dans les études de phase 2. Ça, c'est très, très rassurant. Mais il y a pas mal de fièvre qui peut durer, notamment pour le Moderna, ça peut durer jusqu'à une semaine de fièvre et fatigue, courbature, etc. Bon, on savait que les vaccins arrivent tôt, on savait qu'ils ne seraient pas très bien peaufinés. Donc, il n'y aurait pas d'effets secondaires graves. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vérifier de façon très importante. Et il y aura de toute façon une surveillance de pharmacovigilance très importante après la mise en place de ces vaccins. Mais par contre, on savait qu'il y aurait pas mal d'effets secondaires modérés, mais qui resteraient. Le Moderna, c'est pareil que le Pfizer. La deuxième dose est plutôt moins bien supportée que la première. Il donne une bonne réponse. Et les problèmes de conservation sont intermédiaires. Il semblerait qu'il puisse être conservé qu'au moins 20, celui-là. Mais bon, c'est... Donc voilà ce qu'on sait actuellement des vaccins. C'est très, 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 très encourageant. Je suis très optimiste, moi, et beaucoup plus maintenant avec la lecture de ces études de phase 2 que je ne l'étais il y a encore un mois et demi. Beaucoup plus optimiste sur la réalité d'avoir un vaccin dans les semaines qui viennent, ça c'est vrai. Efficace, hein, j'entends. Par contre, je ne peux pas vous dire exactement lequel et quelle en sera l'efficacité exacte. Et ce que je ne peux pas vous dire non plus, c'est la durée d'efficacité. Ça, on ne sait absolument pas. Et dans les études de phase 3, on sait que de toute façon, la durée, elle dépasse pas l'évaluation, c'est pas plus de 3 mois. Donc, et pas pour tous les malades en plus. Donc, on ne sait pas quelle est la durée de la contagiosité, l'efficacité vaccinale. Ça, c'est ça qui est un peu de temps. Ce dont on a l'impression aussi, c'est qu'ils n'auront probablement pas beaucoup d'impact sur la contagiosité. Il est possible que, en fait, ce qui se passe, c'est que ça provoque, voilà, on n'ait plus de symptômes, mais on puisse être infecté, mais sans symptômes, grâce à ces vaccins, et donc qu'on soit quand même contagieux. Mais on attend les études de phase 3 pour vous en dire plus. L'efficacité au long terme de la vaccination par rapport au virus lui-même, on n'en sait pas plus pour le virus. Hein. Donc le virus, on peut être de nouveau infecté au bout de 3 mois. Et pour le vaccin, c'est ce que je vous disais, on ne sait pas combien de temps. Et ce qui peut se passer avec le vaccin contre la dengue, ça peut se passer avec ce virus. Alors ceux qui sont pas aussi au fait que Rosen, le vaccin contre la dengue avait provoqué en fait des aggravations si les gens faisaient une dengue après le vaccin, enfin étaient en contact avec la dengue après le vaccin, parce qu'il y a ce qu'on appelle les anticorps facilitants qui sont créés par le vaccin et qui entraînent une réaction immunologique si on rencontre le virus défavorable. C'est ce qui a fait dire que le vaccin contre la dengue ne pouvait être administré que chez des gens qui avaient déjà fait la dengue. Parce que vous savez qu'on peut refaire des dengues. Et ben on ne sait pas. Là, ce qu'on sait, c'est presque l'inverse, c'est que tous les patients qui avaient fait un Covid étaient exclus des études. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on peut vacciner les gens s'ils ont déjà fait le Covid. Je ne sais pas si les études de phase 3 répondent à ça. Pour l'instant, dans la littérature, je n'ai pas de réponse là-dessus. Est-ce qu'il y a une tératogénicité? Alors qu'un vaccin soit tératogène, ça, il y a peu de chances. Les vaccins vivants sont contre-indiqués, pas pour des questions de tératogénicité. Enfin, ça peut être pour des questions de tératogénicité, mais les vaccins non vivants, il y a peu de chances. Par contre, il y a aucune femme enceinte et aucun enfant n'a été inclus dans les études.
Donc, pour l'instant, les femmes enceintes et les enfants ne seront pas pris en compte dans la vaccination. Alors, c'est pas très grave parce que ils font pas de forme grave. Donc c'est pas très grave, mais ils seront pas ils seront pas vaccinés pour l'instant. Oui, je me ferai vacciner. Pour l'instant, il faut que j'attende les études de phase 3. Mais je suis très, très optimiste encore une fois, les études de phase 2 sont très, 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 très encourageantes. Ça a l'air de vraiment bien marcher. Ça a l'air de vraiment bien marcher. Est-ce qu'il y aura un effet en termes de santé publique? C'est ce qu'on ne sait pas encore. Mais déjà, si ça nous évite de mourir, c'est pas mal. Ce qu'on sait de toute façon, c'est qu'il y aura d'autres vaccins qui seront mieux que ceux-là. On savait qu'il y aurait plusieurs vagues de vaccins, plusieurs générations de vaccins. Les premières seraient pas mal et allaient arriver à casser l'épidémie, et c'est sans doute ce qui va se passer. Et en tout cas, à diminuer la mortalité, c'est sans doute ce qui va se passer. Et les suivants seront beaucoup plus performants en termes de durée, en termes de solidité d'immunogénicité, en termes d'effets secondaires ressentis, parce qu'il n'y a pas d'effets secondaires graves attendus, mais c'est vrai que c'est pas rigolo d'avoir de la fièvre pendant 3-4 jours après le vaccin. Et ben, il y en aura moins dans les vaccins de deuxième génération, mais il faut bien commencer par quelque chose. La situation épidémique est telle qu'il faut bien commencer par quelque chose. Il faut pas, comment dire, là on est de nouveau dans une situation favorable. Et il ne faut pas qu'on baisse la garde. Franchement, la première vague dans l'Est de la France et en région parisienne, c'était la catastrophe, vraiment la catastrophe. Nous, la deuxième vague, ça a été très juste. Hein. Ça a été très juste parce qu'il fallait s'occuper du reste. Et on avait notamment un problème pour accueillir les patients à l'hôpital, mais qui est-ce qui s'en occupe quoi? On n'a plus de personnel parce que tout le monde est occupé. Et donc, ça a été vraiment très, 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 très juste. Et il ne fallait pas que ça dure. Ça aurait duré aussi fort que ça, 2 semaines de plus, l'hôpital explosait. Et pas que le nôtre. Hein, et donc, il y avait une surmortalité qui allait arriver de façon majeure. Donc, il ne faut pas que la période qui est plus propice maintenant grâce au confinement nous dise oh, c'est pas plus grave, c'est pas si grave que ça finalement, donc ne nous vaccinons pas. Le vaccin, il va être très important. Et oui, je me ferai vacciner parce que les données que je connais maintenant sont très, 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 très rassurantes et très encourageantes. Je ne peux pas vous dire de plus parce que je n'ai pas les autres données. Donc, ce serait vous mentir de dire je sais que c'est très efficace et que les résultats sont super. On m'a dit que c'était très efficace et que les résultats étaient super. Mais qui est-ce qui m'a dit ça? C'est Pfizer. Donc, c'est pas que je ne le crois pas, mais vous permettez que j'ai un peu je préfère attendre et voir. C'est ça. Mais par contre, oui, je me ferai vacciner. Le conditionnement, alors, je n'ai eu d'infos que pour le Pfizer, je ne connais pas les autres. Ce seront des confinements en 5 doses. Donc, il faudra vacciner 5 malades. C'est des flacons qui contiennent 5 doses. Que pensez-vous de la vaccination massive dans les EHPAD malgré l'exclusion des patients fragiles des études? Le collège des gériatres s'est ému effectivement de cela. Il n'y a pas de solution parfaite. Le choix qui a été fait, c'est là pour l'instant, qui est-ce qui meurt? Ce sont les patients des EHPAD. Donc, comme les vaccins ont l'air de diminuer de façon formidable la mortalité, bah, souvent les gens qui meurent. Et comme ils n'ont pas l'air d'avoir un effet énorme sur la contagiosité, on pourrait se dire, on va vacciner en barrière, on va vacciner tous les gens autour des EHPAD pour pas que les EHPAD soient contaminés. Ouais, mais on n'a pas l'impression que ça marche très bien pour ça. Par contre, ça a l'air de bien marcher sur la mortalité. Donc, vaccinons les gens qui risquent de mourir. Donc, je comprends cette recommandation-là, qui est faite d'ailleurs dans le monde entier. Hein. Donc, tous les experts du monde entier ont fait le même choix. Donc, ça doit vouloir dire quelque chose. C'est vrai qu'on aurait préféré que ce soit testé sur les EHPAD, mais c'est réglementairement beaucoup plus long. Donc, c'est aussi pour ça on apparaît au plus pressé. Hein. Voilà. Non, ça ne réglera pas. C'est pas ces vaccins-là qui régleront la pandémie. Ça, ces vaccins-là, ça va nous diminuer la mortalité. Donc, ça, c'est bien. Parce que c'est ça le problème actuellement. Ça va diminuer la mortalité et la morbidité, parce que les gens seront moins malades. Donc, ils recourront moins aux soins, ils iront moins vous voir, ils viendront moins à l'hôpital. Donc, ça, c'est bien, parce que c'est ça le problème actuellement. Et puis, ça nous laissera le temps de faire des bons vaccins. Et d'ailleurs, les Français ont plutôt pris ce parti-là. Hein. La recherche vaccinale française a plutôt pris le parti de faire d'emblée des très bons vaccins. Et donc, c'est pour ça que ça va moins vite. Et on aura secondairement des autres vaccins
pour lutter contre la pandémie. Donc, c'est possible qu'on soit vacciné par 2 types de vaccins différents à 2 moments différents. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Oui, sur les patients asymptomatiques, et je ne sais pas si on pourra vacciner les patients qui ont fait un Covid ou pas. Je n'en sais rien. Et c'est vrai que si on dit on ne peut pas vacciner les patients qui ont fait un Covid, ça va poser des soucis, parce que ça voudra dire qu'il faudra faire des sérologies avant. Mais ça, je ne sais pas. Je sais pas. À quoi se ressemblent les données de phase 2 en termes de données? Les études de phase 2, c'est des études de doses, hein. On essaie de calculer la dose qui est la plus efficace. Et donc, il y a plein de sous-groupes qui reçoivent des doses différentes de vaccins pour voir laquelle est la plus efficace. Et en fait, c'est efficace sur toutes les doses. Donc, c'est ça qui est intéressant quand même. Mais en réalité, ça dilue les groupes. Les groupes sont petits. Même s'il y a beaucoup de malades, dans l'étude d'AstraZeneca, il y avait 350 patients, ce qui est pas mal. Ça fait des groupes de 15 personnes. Donc, c'est pas terrible, mais c'est très encourageant quand même. Donc, où on en est actuellement, ça, c'est une autre diapo pour vous montrer que le confinement, ça marche, hein. Vous avez sur la partie gauche la première vague, on confine, ça s'arrête. Et la deuxième vague, on reconfine, ça s'arrête. On diminue les interactions sociales, ça marche. Il n'y a rien de mieux que ça. Tant qu'on n'a pas de vaccin qui ait un effet populationnel, il n'y a rien de mieux que ça. Ça marche sur le nombre de cas et puis ça marche sur le taux de reproduction. Vous savez, on vous a beaucoup parlé, au début, on appelle ça toujours d'ailleurs le R0. Le R0, c'est le taux de reproduction naturel, c'est-à-dire si on ne fait rien contre la maladie, contre l'épidémie, si moi je suis malade, combien de malades je vais créer? Maintenant, on parle de R parce qu'on fait des choses contre l'épidémie, on a mis des mesures en place, donc ce n'est pas le taux de reproduction naturel, c'est le taux de reproduction effectif, donc avec des mesures de protection, et donc on est passé en dessous de 1. Et le confinement fait passer en dessous de 1, ce qui permet de dire qu'à chaque génération de malades, il y a moins de malades. Et donc ça marche. Donc encore une fois, la diminution des interactions sociales, ça marche. Et même quand on aura les vaccins, il faudra continuer à diminuer nos interactions sociales. Moi, je suis d'accord que c'est très dur de dire ça. Je suis le premier à en souffrir. Moi, tous les samedis soirs, je mangeais avec des copains. Je le fais plus. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait et ça me manque énormément. Et mes copains aussi. Mais malheureusement, il n'y a pas de choix. C'est ça qui nous protège tous et qui protège nos personnages. Diapositive suivante. Alors actuellement, le virus circule, mais moins. Mais il ne cherche qu'à accélérer. Et l'un des messages, c'est la levée de confinement, ce n'est pas un blanc-seing, hein. C'est qu'il va falloir continuer à diminuer nos interactions sociales et à tenir les mesures barrières. Il faudra toujours détecter les patients positifs. Donc, il faut que les patients vous viennent vous voir, que vous ayez le dépistage facile. Et puis, isoler les patients positifs, ça c'est vrai. Et on ne peut vraiment pas vivre encore normalement. Et ma dernière diapo, je crois. Non, c'est mon avant-dernière, mais. Donc, c'est la plus grande pandémie aiguë de l'ère moderne, hein. La pandémie chronique, c'est le VIH, hein. C'est un impact majeur sur le système de santé. C'est pas grave au niveau individuel, mais c'est gravissime à l'échelle populationnelle. Et donc, il faut continuer à se battre. Faut qu'on le fasse tous ensemble. Et puis, sur ma dernière diapo, il faut se vacciner contre la grippe parce que c'est vrai qu'on ne sera pas en mesure d'assumer une grosse épidémie de grippe en même temps qu'une grosse épidémie de coronavirus. On n'est pas en mesure de le faire. Donc, il y a une des deux épidémies sur lesquelles on a un moyen de protection qui marche très bien, c'est le vaccin. Donc, vaccinons-nous. Si ça va s'arrêter parce que les premiers vaccins qu'on aura, on peut espérer que ça diminue la morbie et la mortalité, donc les gens seront moins malades. Donc ça, c'est moins grave. Et qu'au bout d'un moment, on aura un vaccin qui marche contre le côté populationnel. Donc ça s'arrêtera. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas de moyens très efficaces pour lutter contre la diffusion du virus, c'est la diminution de l'interaction sociale. On n'a malheureusement pas le choix. Ce n'est pas une bonne nouvelle, je suis d'accord avec vous. C'est compliqué, mais on n'a malheureusement pas le choix. Alors, on devrait avoir moins de grippe cette année avec notre masque. Oui, on peut l'espérer, en sachant que, contrairement au coronavirus, la grippe, la dynamique épidémique est différente, hein. La grippe, c'est les enfants qui l'attrapent à l'école et qui la ramènent à la maison. Or, à la maison, vous n'avez pas de masque. Donc oui, il est probable qu'on ait moins de grippe, mais on en aura quand même, puisque ce n'est pas du tout la même épidémie. Le coronavirus, les enfants, ils ne l'attrapent pas, en tout cas très difficilement, et s'ils l'attrapent, ils sont très, 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 très peu contaminants. Donc en fait, ce n'est pas les enfants qui ramènent le coronavirus à la maison, c'est les adultes qui leur filent. La grippe, c'est différent. Ce sont les enfants qui l'attrapent à l'école et qui la ramènent à la maison. Et les Japonais, ils ont trouvé le truc, hein, et les Anglais, les Québécois, ils font ça aussi. Pourquoi ils n'ont pas beaucoup de grippe? C'est simple, ils vaccinent les enfants. Et en vaccinant les enfants, il n'y a pas de grippe.
C'est aussi bête. Vous savez, il n'y a plus de vaccin contre la grippe, et ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a eu plein de vaccinations. Donc moi, je suis très content qu'il n'y ait plus de vaccin contre la grippe. Mais il y en aura d'autres en plus. Je ne sais pas s'il faut prioriser. Oui, il faut prioriser les gens qui ont le vaccin contre la grippe, qui sont plus à risque de grippe grave, mais chaque personne vaccinée. Vous savez, il y avait une très belle étude qui a été faite en Angleterre qui regardait quelle était la probabilité de décès des personnes de plus de 65 ans de grippe selon la couverture vaccinale des jeunes. Et si vous dépassez 30% de couverture vaccinale des jeunes, vous diminuez la mortalité des personnes de plus de 65 ans de 30% de grippe, hein, y compris ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc ça, on le sait très bien. Hein, si vous vaccinez 60% de la population jeune, vous n'avez pas de grippe. Donc moi, ça ne me gêne pas de vacciner les jeunes. Je vais revenir un petit peu en question que j'ai posée. Par rapport au schéma sur l'incidence de la maladie en pays africains, il y avait une disparité entre l'Europe et l'Afrique. Est-ce qu'il y a une raison autre que non-recensement des cas africains? Je pense qu'il y a plein de raisons. Je suis incapable de vous les donner toutes. La première réponse à donner à cette question-là, c'est on ne sait pas pourquoi il y a cette différence. D'accord? Ça, c'est clair. Et les gens qui vous disent on sait, probablement qu'ils mentent. Il y a des pistes de réflexion, mais on ne sait pas et on ne le saura que bien plus tard. Alors, les pistes de réflexion, c'est quoi? C'est la pyramide des âges. L'Afrique est protégée, entre guillemets, par la pyramide des âges, puisque la majorité de la population est plus de 65% de la population à moins de 25 ans, à moins de 30 ans, pardon. Donc, ce sont des personnes qui, en plus grande probabilité, font des formes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que dans beaucoup de pays africains, quand on a plus de 70 ans et qu'on est malade, on a loupé notre tour pour aller à l'hôpital, puisque les soins sont payants et on conserve, les espérances de vie sont faibles. Moi, je travaille assez régulièrement au Burundi, l'espérance de vie, c'est 48 ans, si vous voulez. Donc, quand vous mourrez à 70 ans, c'est déjà super. Donc, au-delà de 70 ans, on a passé notre tour. Et donc, on ne les voit pas, les cas. Et comme vous avez une mortalité au-delà de 65 ans qui est gigantesque en Afrique, elle est noyée dans la masse. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Troisième élément, on vit beaucoup plus dehors en Afrique que dans les pays du Nord. Et même s'il y a des villes très densément peuplées, il y a quand même, c'est très aéré. Et donc, ça diminue la contagiosité, puisqu'on sait que la contagiosité, elle est majeure à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et puis après, je ne sais pas, après, il y a plein d'autres éléments qu'il faudra prendre en compte. Il n'y a pas de problème génétique, hein, parce que les personnes d'origine africaine, quand elles vivent en Europe, elles sont très lourdement touchées. Donc ça, c'est pas une bonne piste. Mais on ne sait pas. J'ai vu aussi passer l'Australie. L'Australie, il y a une explication qui peut être assez fiable. Je ne sais pas si elle explique tout, c'est la densité. Hein. La densité de la population en Australie, c'est rien du tout. Hein. Donc ça, encore une fois, plus vous diminuez vos interactions sociales, moins vous avez de cas. Quand vous êtes dans un pays où vous avez 10 habitants enfin 100 habitants par kilomètre carré, bof. Mais si vous avez un habitant par kilomètre carré, c'est normal que, comme c'est le cas dans l'Australie, c'est comme normal que vous ayez moins de cas. Deuxième question, l'efficacité des masques en tissu et le lavage des masques chirurgicaux. Alors, lavage des masques chirurgicaux, il ne faut pas faire. C'est pas recommandé, ça n'a pas été bien évalué, donc il ne faut pas faire. L'efficacité des masques en tissu, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est moins bonne que le masque chirurgical, mais c'est pas si mal. Et le but, c'est que tout le monde ait un masque en tissu, là, c'est bon. Si tout le monde a un masque en tissu, c'est bon. Si tu as deux personnes qui discutent et tu n'en as qu'une qui a un masque en tissu, l'efficacité n'est pas terrible. Alors que si sur ces deux personnes, il n'y en a qu'un qui a un masque chirurgical, l'efficacité est bonne. Tu vois, c'est ça la différence. Par contre, si les deux ont les masques en tissu, là, l'efficacité est parfaite. D'accord. On a promu la vitamine D dernièrement. Oui, il y a toutes les données dans la littérature qui ont évalué ça de façon bonne montrent qu'il n'y a aucun effet de la supplémentation en vitamine D. Il y avait eu le zinc, pas d'effet. Il y a une question, là, les enfants jusqu'à quel âge sont peu contaminants? C'est jusqu'à la puberté, en gros. À partir de la puberté, tu deviens contaminant comme un adulte, et tu vois un peu plus d'ailleurs. Quand je dis qu'ils ne sont pas contaminants, ils sont peu contaminants. Il y avait pas mal de questions. Qu'est-ce que vous pensez du masque chez les enfants de 6 ans? Et moi, je pense que c'est bien, parce qu'au moment où on a décidé cette règle-là, c'était vraiment très, 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 très dur, hein, l'épidémie. Et donc, il fallait limiter tous les risques de contamination.
Donc, tout gain de contamination était bon à prendre, même s'il était modeste. Et c'est vrai que chez les enfants de 6 ans, c'était modeste l'effet. Mais il y a quand même un effet. Et donc, il était bon à prendre. On était dans une telle situation vraiment, vraiment, vraiment catastrophique qu'il fallait prendre tout ce qu'il y avait à prendre. Et donc, y compris ça. Et alors, je sais, les enfants étaient. Mais en fait, il faut positiver. On a, depuis cette, euh, cette, tu m'entends, Olivier, ça va? Non, ce que je disais, c'est que depuis le début de la crise, on n'arrête pas de voir le. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de côtés, il y a plein de côtés négatifs à voir. Mais il faut aussi voir le côté positif et se dire ce qu'on peut faire, nous, contre l'épidémie. Et pour nos enfants, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait pour ma fille. Au lieu de lui dire que c'était compliqué, que ça allait, je sais que ça allait être pénible, etc., c'était de lui dire, bah, c'est super, tu évites des malades, c'est super, ça sauve des vies, ça. C'est génial. Donc, il faut positiver, quoi. Pourquoi les enfants la grippe pour la contamination? Parce que en fait, c'est une contamination très gouttelette. L'hygiène est majeure, l'hygiène des mains est majeure, elle est moins bonne chez les enfants. Et les enfants sont beaucoup plus réceptifs au virus de la grippe que les adultes. Alors, ils font pas de grippe classique, hein, ils font juste un rhume, ça passe inaperçu, noyé dans la masse comme une rhinopharyngite. Mais ils sont très. Et puis, ils en excrètent énormément, surtout, quand ils sont infectés. En hiver, on a plus de rhinopharyngite. Faut-il tester toutes les rhinopharyngites? C'est une question qui est vraiment très difficile. Moi, je crois que il faut vous faire confiance. C'est-à-dire que faut considérer plusieurs éléments à la fois. Imaginons que vous ayez un enfant de 4 ans qui est amené par ses parents parce qu'il a une rhinopharyngite. Dans la famille, il n'y a personne d'autre de malade. C'est bizarre pour du coronavirus parce que les adultes ont beaucoup plus de probabilité d'être malades que l'enfant. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Vous le faites comme d'habitude, c'est-à-dire, bon, bah écoutez, vous le laissez à l'école, à la maison, par contre, vous ne l'envoyez pas à l'école, alors que pour une petite rhinopharyngite, des fois, ils peuvent y aller. Vous le laissez à la maison, et si dans 2 jours, c'est passé, eh ben c'est bon, vous vous arrêtez là. Si par contre, dans 2 jours, enfin, elle évolue pas comme d'habitude, ça dure plus longtemps, etc., là, vous le testez dans un deuxième temps. Moi, j'aurais tendance à faire ça. Et si par contre, dès le début, l'enfant, il a une rhinopharyngite, mais le grand frère, il est malade, il va pas bien, la maman se sent pas bien, etc. Vous voyez, un côté épidémique dans la famille, là, vous testez. Mais d'ailleurs, vous pouvez tester les autres plutôt que l'enfant, parce que c'est plus difficile à tester l'enfant. Mais vous allez considérer, si les autres sont positifs au coronavirus, que l'enfant est positif. Moi, je ferais comme ça. Il y a une question sur les possibilités de suivi de patients avec symptômes persistants et un signalement possible sur un Nous, on en voit pas mal en consultation. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tous les voir. En fait, on leur fait pas grand-chose, hein, si ce n'est les accompagner, les reconnaître en tant que malades, leur expliquer que leurs organes ne sont pas abîmés, qu'ils peuvent de nouveau fonctionner bien, mais c'est qui est juste, c'est vraiment de la physiopathologie de comptoir, hein, ce que je vous fais, mais qui juste ils savent plus le faire, et donc il faut leur réapprendre à bien fonctionner par un programme de réhabilitation progressive avec des tout petits objectifs initiaux. On les revoit régulièrement, voilà. Donc ça, vous pouvez tout le faire. On peut tous le faire. On peut vous aider, nous, avec l'avis d'expertise pour que ce soit le deuxième avis pour appuyer les choses. Euh, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à avoir tout le monde, quoi. Ça, c'est pas possible. Mais on en voit, ouais. Vous pouvez nous les adresser. Alors, Recover, c'est justement un protocole qui est initié, dont le CHU est promoteur, et qui est justement un programme de réhabilitation organisé, orchestré, très lourd. Mais c'était justement pour voir si ça aidait à diminuer l'incidence des syndromes post-Covid ou à les améliorer. Donc, il faut que les gens aient été hospitalisés en pratique. Ouais, pour la rhinopharyngite, il y a une question. Je pense que dans cette saison, vous les gardez à la maison jusqu'à guérison complète. Parce que vous avez un petit doute que ça puisse être un coronavirus. Vous n'allez pas pouvoir tous les tester, c'est juste illusoire et puis ça n'a pas de sens. Mais voilà, la chose que ça change, c'est que vous les gardez à la maison jusqu'à guérison complète. Bon, la récupération après passage en réa ou soins intensifs, c'est long, mais ça se passe plutôt bien finalement. Oui, Mais dans la question précédente, une sur l'obésité qui a disparu des facteurs de risque importants. en fait, ils meurent pas plus. C'est ça le truc. C'est que tu as plus de risques de faire une forme grave,
mais ils ne meurent pas plus. Parce qu'en fait, on arrive à les prendre en charge sans trop de problèmes. En réa, ils ne font pas beaucoup de complications en réa, alors que les patients qui ont des comorbidités cardiovasculaires vont faire des milliards de complications en réa, et c'est ça qui les tue. Donc, ils meurent. Il n'y a pas plus de mortalité chez la personne obèse que chez la personne non obèse, mais ils font plus de formes graves. Des questions aussi sur les retours en EHPAD des patients Covid+. Est-ce qu'il fallait des tests avant le retour? Non, le texte du Haut Conseil de santé publique sont excessivement clairs. Quelqu'un qui a été hospitalisé, quelqu'un non hospitalisé à J7, il est guéri. Et donc, on ne fait pas de test, on considère qu'il est guéri et donc plus contagieux. S'il est immunodéprimé, non hospitalisé, c'est la même chose, mais c'est J14. D'accord? Pour faire simple. Quelqu'un qui est hospitalisé, on va considérer qu'il n'est plus contagieux, hospitalisé dans un service standard et non immunodéprimé. On va considérer qu'il n'est plus contagieux à J14. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bah, s'il est hospitalisé, ça veut dire qu'il fait une forme plus grave, donc ça veut dire qu'il doit avoir plus de virus, donc peut-être qu'il met plus de temps à arrêter de l'excréter, et comme il est hospitalisé, bah, ça entraîne une immunodépression, donc on va faire J14. Et quelqu'un qui est immunodéprimé, hospitalisé et ou hospitalisé en réanimation, lui on dit J24. Au-delà de ces chiffres-là, donc J7 pour l'absence d'hospitalisation, J14 pour l'hospitalisation classique non immunodéprimée, J24 pour l'immunodéprimé hospitalisé ou la personne hospitalisée en réa, à partir de ce moment-là, ils ne sont plus Covid. Donc on ne fait pas de test et on les reprend en compte, on les reprend en charge comme n'importe quel autre malade. Donc ils peuvent retourner à leur EHPAD sans aucun problème. Question aussi sur les demandes de travail et de protection renforcée pour les patients donc obèses qui reviennent assez régulièrement. Donc, est-ce qu'il y avait des choses particulières à prévoir? Ouais, moi, je trouve que le truc, c'est qu'il y a vraiment une espèce de rapport risque-bénéfice. Il y a des gens aussi qui, s'ils font que du télétravail ou s'ils ne travaillent plus, ils tournent en rond et c'est catastrophique en termes de santé mentale ou au travail, si les mesures de distanciation sont bien faites, il n'y a pas trop de problème. Ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est que si elles sont à risque, il ne faut pas qu'ils fassent des pauses avec d'autres personnes. Et donc ça, c'est assez contraignant. Tu fais des pauses tout seul dans ton coin. Parce que tes pauses, où je dis où tu manges, en gros, où tu enlèves le masque, bah, tu fais des pauses tout seul dans ton coin, quoi. Donc là, j'ai plus de questions. J'en ai vu, moi, les patients d'EHPAD sous O2 qui ne sont pas hospitalisés, oui, il faut leur mettre de la dexaméthasone, pas de problème. Alors, sauf que vous n'aurez pas de dexaméthasone en ville. Donc, vous lui mettez l'équivalent. Vous lui mettez 20 mg de cortensine. Et alors, la durée de traitement, c'est 10 jours maximum, où vous pouvez arrêter avant si vous le sevrez en oxygène. Donc, c'est au sevrage en oxygène ou au maximum 10 jours. Ce qu'il faut savoir quand même pour les patients en EHPAD, c'est que les corticoïdes, ça peut avoir des effets secondaires, notamment chez les personnes en EHPAD, et que dans l'essai recovery, quand même, au-delà de 70 ans, on avait l'impression qu'il y avait moins d'effets de la corticoïde-thérapie. Donc oui, il faut leur donner, mais si vous avez l'impression que ça pose plus de problèmes qu'autre chose, vous pouvez arrêter, ça ne pose pas de problème. D'accord? Donc, une redemande de précision sur les patients à risque. Alors, les patients, en fait, il y a deux listes. Il y a la liste réglementaire officielle, qui était une liste qui a surtout été éditée au début de l'épidémie par réflexe. On a une nouvelle maladie infectieuse respiratoire. Donc, les personnes à risque, c'est les femmes enceintes, parce que ça, on dit toujours. Les nouveau-nés, les personnes âgées, ça, on dit toujours. Les immunodéprimés, les insuffisants respiratoires. Ça, c'était le truc. Et puis, il y a la liste réelle, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans la vraie vie. Et ce qu'on a vu dans la vraie vie, qui sont les personnes qui font les formes à risque et ou qui sont à risque élevé de décès? Ce sont les personnes âgées, ça c'est sûr. Ce sont les personnes qui ont quelques facteurs cardiovasculaires, de risque cardiovasculaire que ce soit, y compris l'hypertension artérielle. Et ce sont les obèses, pas pour les risques de mortalité, mais les risques de faire des formes graves. Donc ça, ce sont les vraies personnes à risque.
Maintenant, il y a les deux listes qui se chevauchent parce que on ne pouvait pas se dédire. Déjà, la communication a été un peu compliquée et donc les autorités n'ont pas voulu enlever les femmes enceintes de la liste. Ils ont même rajouté les femmes enceintes du deuxième trimestre. Mais il faut voir aussi que c'était pour permettre à certaines personnes d'avoir accès au chômage partiel. Donc, il y a plein de considérations non médicales qui sont rentrées dans le long. Et donc, maintenant, la liste, elle est très large. Elle est accessible sur le site de l'HAS et sur les recommandations du Haut Conseil de santé publique. Donc, c'est les femmes enceintes, les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes obèses, les personnes hypertendues, diabétiques, hypercholestérolémiques, insuffisants respiratoires, immunodéprimés, cirrhotiques. Donc, elle est très longue, quoi. Mais les gens qui sont vraiment à risque, ce sont les gens âgés et les gens qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, sur les vaccins à ARN messager, et le diabète, ouais, les facteurs de risque cardiovasculaire. Oui, je laisse travailler des personnes de plus de 65 ans en maternelle sans autre facteur de risque. Enfin, je laisse travailler tout le monde, en gros. Je laisse travailler tout le monde parce que je pense que au travail, et même si le diabète est équilibré, c'est un facteur de risque. Au travail, je ne crois pas que les risques soient majeurs. Il est beaucoup plus important dans son milieu familial et dans ses interactions sociales avec ses amis et ses amis proches. Donc, moi, le travail ne me pose pas vraiment de problème. Pour les vaccins ARN messagers, donc c'est vrai qu'on n'a aucun vaccin ARN messager qui est l'AMM pour l'instant. Pourquoi? Mais pourtant, c'est une technologie qu'on connaît depuis très longtemps et qui est assez bien maîtrisée, sauf sur un truc, la conservation. Et c'est pour ça que pour l'instant, ça n'a jamais eu le développement aussi important que ça. C'est qu'à chaque fois, les industriels se disent ah ouais, mais merde, on se heurte au problème du moins 80. Il faut les conserver à moins 80. Les autorités de santé ne vont jamais accepter le surcoût que ça engendre. Et donc, on va faire autrement. Et c'est pour ça que les vaccins à ARN messager, pour l'instant, n'avaient pas eu l'AML à cause de ça. Maintenant, là, la question du surcoût ne se posait plus. Comme c'est en plus une technologie qui est rapide à faire, c'est vrai que c'est rapide. Ça marche bien, c'est bien maîtrisé. En plus, on pense que, en théorie, et pour l'instant de l'expérience qu'on en a, ce sont des médicaments qui sont beaucoup moins associés à des effets secondaires graves potentiels que les autres. Parce que c'est tout de suite détruit, en fait. Et c'est pas immunisant en tant que tel, l'ARN messager. C'est la protéine qui est synthétisée, mais c'est nous-mêmes qui nous la synthétisons, qui est immunogène. Donc, c'est plutôt une technologie qui est assez séduisante, mais qui se heurtait au problème de la conservation des vaccins, parce que l'ARN, c'est très, 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 très fragile. Et donc, c'est pour ça que ça n'avait pas eu le cours pour l'instant. Mais moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Et encore une fois, je me ferai vacciner sans aucun problème. Est-ce qu'on maintient un poste, un soignant PCR+ asymptomatique? Ça dépend. S'il peut être remplacé, il est remplacé. S'il est absolument indispensable, il se maintient en poste, mais en renforçant les mesures barrières et notamment en mangeant tout seul dans son coin. Il n'a pas le droit d'enlever le masque. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Oui, on arrive au bout, là. Je pense qu'il reste à vous remercier pour cette intervention qui a bien précisé les choses et à une autre intervention plus tardive peut-être sera nécessaire selon l'évolution de la maladie. Je le crains malheureusement. Merci encore. Eh ben, merci à vous, bon courage à toutes et à tous et portez-vous bien, quoi. Allez, au revoir. À tous.